80% des juifs parlent dans le décor. Donc qu'est-ce qu'on doit dire nous? Est-ce qu'on doit se dire, bon ben, allez, je joue ma chance, peut-être je vais y arriver ou pas? Ou alors est-ce qu'on doit se dire, non, non, mais moi je veux continuer, moi je veux être des 20% qui restent. Comme mes parents ont été des 20% qui restent, mes grands-parents ont été des 20% qui restent, des fois mes parents ont eu de la chance, comme je vous l'ai dit, j'ai ma cousine, donc c'est la même génération que moi, est partie maintenant, elle a baptisé ses enfants, etc., la totale. La totale. Et donc en fait, on doit se rendre compte de quelle est la valeur de la juif. Et comment rester juif. Et comme je l'ai expliqué dans les statistiques, c'est l'étude de la Torah qui garde les choses. Et l'étude de la Torah, c'est pas juste assister à des conférences, des rabbanim, ou écouter des petites vidéos sur WhatsApp de 5 minutes. C'est vraiment l'étude, c'est-à-dire c'est vraiment se concentrer pour comprendre tout ce que ces livres-là qui sont là veulent dire. Alors pour les hommes, c'est tous les livres, pour les femmes, c'est disons la moitié, peut-être plus, un peu plus, 70%, mais il y a du boulot, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du boulot de comprendre tout ça. Et si on ne fait pas cet effort-là, et si on ne se dit pas que cet effort-là doit être transmis de génération en génération en génération, on perd, on disparaît. Ok, alors on va dire, bon, ok, bah, on ne sera pas juif, et nos petits-enfants ne sont pas juifs, etc. Donc on a un vrai défi comme ça. Moi j'ai été, en rentrant dans le monde des affaires, j'ai eu la chance d'avoir un mentor, quelqu'un qui avait fait tchouva une dizaine d'années avant, qui était un homme qui avait réussi à allier en fait le monde religieux, le fait d'être chômeur, Torah, Kashrut, et qui étudiait, et en même temps qui était un grand homme d'affaires. Il a fondé une très grosse société en France, il a passé de 2 à 400 personnes. Quand je l'ai connu, il venait de la vendre. C'est un logiciel de comptabilité, ça s'appelait Sahari. Aujourd'hui, ça s'appelle Sage. Je ne sais pas si vous voyez, en France, il y a écrit Sage. Il y a sur l'autoroute, sur le périph', vous pouvez voir un gros logo. C'est son ancienne société. Et j'ai vu donc qu'il était possible d'être parfaitement juif, faire tout ce qu'il faut, étudier, avoir le temps d'étudier, monter une famille, etc. Et tout en, effectivement, vivant dans le monde. D'accord? C'est absolument pas paradoxal. On pourrait dire, oui, alors pour être religieux, il faut étudier à l'Yeshiva à plein temps, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Finalement, pour être un juif, il faut faire des efforts pour qu'à chaque fois que j'ai du temps libre, d'accord, je peux m'en renforcer dans mon judaïsme. Alors certaines fois, ça peut être, je vais aller prier, mais comme j'ai expliqué, c'est l'étude. C'est même pas la prière, c'est l'étude qui renforce les choses. Donc moi, je suis rentré dans ça et je vais vous raconter une anecdote. Et un jour, je me suis retrouvé. Donc moi, en fait, j'ai fait mes études à. Ben, j'ai pas fait mes études. À 18 ans, je passe mon bac. Je prends une année sabbatique. Elle dure jusqu'à aujourd'hui. J'ai 41 ans aujourd'hui. Donc j'ai dit que je prends un break. On va voir ce qui va se passer, etc. Donc j'avais déjà des gens qui voulaient me recruter. On voulait me recruter pour écrire des livres. J'en ai écrit un. Mais on voulait me recruter en tant que journaliste. Je suis journaliste. Je démarre. 18 ans. 19 ans, je crée ma société, 21 ans, j'ai 50 salariés, 23 ans, 22 ans, j'en ai plus 10, on est monté, on est redescendu, voilà, c'est la vie. 23 ans, je me marie, 24 ans, on vend la société, 25 ans, 26 ans, je vends ma société. Pendant ce temps-là, je suis associé à plein d'autres petits projets. Et là, en fait, le même jour, donc on avait 2 enfants et demi, le même jour avec ma femme, on vend ma société et notre maison, et ça s'est passé le même jour. Donc on trouve l'acheteur des deux le même jour. C'est pas un signe. Et à ce moment-là, on décide de venir en Israël. On n'appelle pas l'agent juif, on n'a pas l'agent nôtre, on vient pas avec les grands drapeaux, ouais, l'Alia, c'était notre rêve, etc. Pas du tout. Je viens avec une énorme crainte. Une énorme crainte de ne pas réussir cette ailleurs. Énorme crainte. D'ailleurs, quand on a fait le kidouche à la synagogue, quand on a quitté, il y a quelqu'un qui vient me voir et me fait « Ah, tu vas faire la guerre ?» Je lui dis « Non, j'ai déjà 2 enfants et tout, je suis exempté de l'armée et tout ça. » Je dis « Non, je te parle pas de ça, je te parle de la guerre avec les banques, la guerre avec ton voisin, la guerre avec... » Donc tu es prêt à faire la guerre? Et franchement, on rigole de ça, mais cette phrase qu'il m'a dit, ça m'a mis sur mes gardes dès le départ. Il m'a dit un conseil, il m'a dit ne sois pas le copain de tes voisins. Je lui ai dit ah bon? Pourtant on est en Israël et tout, il me dit ouais, c'est l'erreur. Ne sois pas le copain de tes voisins. Et j'ai vu, donc j'ai suivi ce conseil. On a été habité à Ranana au départ. J'ai suivi ce conseil et on avait
deux maisons à côté, où les Israéliens étaient très copines entre elles. Et un jour, l'une d'entre elles a ouvert un GAN dans sa maison, et la celle d'en face, elle s'est opposée. Elle ne s'est pas opposée. Elle a envoyé la police, elle sortait avec son appareil photo comme ça. C'était les meilleures copines du monde. Allez donc, regarde, tu vis ta vie, tu as des trucs. Ici, les choses ne sont pas si simples que ça. Et quand on arrive comme ça en disant en Israël, c'est pas simple, rien n'est simple. On ne croit pas qu'on a truc avec, vous vous en rendez compte. Hein, je pense que vous n'avez pas besoin de vous l'apprendre, ce que je vous dis, mais c'est important de se dire, les gens qui arrivent ici avec les petits drapeaux en disant c'est de la bêtise, d'accord? On vient ici en pensant que c'est une ligne d'arrivée alors que c'est une ligne de départ. C'est là, on démarre, ça y est, on démarre, on doit fonder quelque chose, on doit avoir une parnassa, on doit fonder, on doit mettre en place un emploi du temps qui nous permet d'étudier, qui nous permet d'avoir du temps pour sa famille, ce qui est complètement compliqué. Les enfants sortent de l'école à 1h, ils vont dormir plus tôt, ils vont sortir, c'est un balagan quand même ici. En France, c'était clair, net, enfin, je sais pas, c'était vraiment très différent. Et donc on a plein d'épreuves ici. Et bah au Hachem, si c'est que ça les épreuves, ça va. Alors, on est là en fait en disant Hachem nous envoie des choses et on n'acquiert pas Israël pour rien. On n'acquiert pas Israël pour rien. Et comme je vous l'ai dit, on n'acquiert pas sa place d'être fils de roi pour rien. Être fils de roi, c'est qu'en fait on dit, on le dit à Rosh Hashanah, on est soit comme des abadim, soit comme des serviteurs du roi, soit comme des enfants de roi. D'accord? On est des enfants de roi. Mais pas du roi, pas d'un roi, pas de Trump ou de la reine d'Angleterre. On est des enfants du roi des rois. Et ça, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que le monde entier fait tout pour nous dire qu'on est des bons à rien. Qu'on est des voleurs, qu'on est des tricheurs, qu'on ne vaut pas grand-chose, qu'on passe un temps à râler, ce qui est vrai, on passe trop de temps à râler, etc. Tant à nous dire, oh ça va, oh, vous êtes un peuple comme les autres. Ou alors on nous dit, vous êtes une start-up nation. Ah, vous êtes une start-up nation, donc c'est tout quoi. Ok, bon, on fait des start-up. Super. On a attendu 2000 ans pour avoir un pays pour faire des start-up. Mais les gens, on est là, en fait, les Israéliens à Tel Aviv, etc., sont très contents de dire ça. Oh, on a un monde, il y a plein de start-up en Israël, ils passent leur temps à dire, ouais, il y a plein de start-up en Israël. Mais je dis, mais il y a des start-up en Allemagne, des start-up en France, il y a des start-up partout, il y en a partout. Moi, j'ai investi dans 350 startups, 26 pays. J'ai même 2 boîtes au Pakistan. Donc, je vous dis, à Karachi, il y avait à 100 mètres de la maison de Ben Laden, j'avais une boîte. D'accord, bon, ils ont déménagé à San Francisco, les mecs, ils se sont rendus compte que c'était un peu plus pratique. Mais ils sont 3 associés, ils s'appelaient tous Mohamed. Donc, en fait, ils me contactaient et je savais jamais lequel Mohamed. Donc, j'avais une petite fiche collée sur l'ordinateur, un post-it, où j'avais lequel Mohamed était lequel et tout celui qui m'avait parlé, j'écrivais la date du dernier truc, enfin c'était l'expérience. Mais donc en fait c'est pas ça, on est là en train de nous dire, regarde comme on dit là aujourd'hui, il y a tous les problèmes des élections, du gouvernement, oui on veut un pays juif sans halakha, on veut un pays juif, c'est quoi juif, on ne sait pas trop l'expliquer. On est dans un truc, on essaie en permanence de nous faire oublier Dieu, de nous faire oublier la place qu'on a là. On a ce problème-là. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Mais ça s'est passé tout le temps. Soit à des moments où on nous a fait oublier Dieu, c'est-à-dire quoi? On kidnappait les enfants russes et on leur disait... on kidnappait les enfants russes ou on kidnappait n'importe qui et on les prenait à l'armée, on les empêchait de faire la Torah. Ou alors il y avait des idéologies, c'est-à-dire il y avait le communisme qui embarquait les jeunes, d'accord? Il faut savoir on imagine il y a 100 ans, dans cette salle, donc on est une bande de juifs, on aurait eu 2 clans, les communistes et les anticommunistes, et on serait en train de se disputer, ouais, le communiste c'est l'avenir, le truc, ta. Et donc il y avait des gens qui se levaient le matin communistes et des gens qui se levaient le matin anticommunistes. Où il y avait eu les nazis, anti-nazis. Bon, les juifs, il n'y a pas eu de juifs nazis, heureusement, enfin, j'espère pas, je l'ai pas entendu. C'est très possible qu'il y en ait eu, d'ailleurs. Ouais, c'est très possible qu'il y ait eu des juifs nazis qui ont aimé le concept, quoi. Ouais, le Führer et tout, nanana. Et après, bon, ils se sont rendus compte que moi, je suis avec toi et tout, mais frère. Mais il y avait ça. Donc, il y avait soit des idéologies qui nous tiraient, soit on était forcé de ne pas faire une Brit Mila en Russie, c'était passible de mort. D'accord? Et pendant le Moyen-Âge, il y a eu des choses comme ça qui sont passées, interdit d'études de la Torah. Il y avait le Talmud qui s'est fait brûler en pleine place devant la mairie de Paris. Il y a une grande place devant la mairie, si vous la connaissez.
Il y a eu du Talmud qui a été... Tous les Talmuds qui ont été trouvés en France ont tous été brûlés là-bas. Oh, il y a eu des trucs. Maintenant, on a une époque où on n'a rien qui nous empêche d'être juifs. Et quand je dis rien, c'est incroyable à quel point rien. On peut aller en yeshiva, on peut étudier à plein temps, on peut étudier à mi-temps, on peut faire ci, on peut faire Shabbat, on peut trouver du boulot qui se... Rien ne nous empêche d'être juifs. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, ça je vous dis, hein, c'est clair, net, précis, on n'a jamais eu autant de bracha qu'aujourd'hui. Jamais eu autant de bracha. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se casser trop la tête pour manger. D'accord? Il n'y a pas de gens qui meurent de faim. Il y a des gens pauvres, qui ont du mal à payer leur loyer, etc. Mais on ne voit pas quelqu'un qui meurt de faim. D'accord? En Inde, vous allez en Inde, il y a des gens au bord de la rue qui sont morts parce qu'ils ont faim. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Mais donc, on a une abondance infinie. Et là, maintenant, Dieu nous dit, allez, maintenant, tu n'as plus de pression. Qu'est-ce que tu fais? Donc, on se retrouve dans cette génération-là, nous. On se trouve dans la génération la plus dure. Parce qu'il n'y a rien qui se bat contre moi. Donc, quand j'ai rien qui se bat contre moi, ou quand je ne me rends pas compte qu'il y a quelque chose qui se bat contre moi, je ne me bats pas. Ok, je ne me lève pas le matin à la synagogue. Ok, je ne me lève pas le matin. Et si j'avais quelqu'un qui me disait non, je t'empêche d'aller à la synagogue, et tu serais passé par la fenêtre pour aller à la synagogue, et tu te serais réveillé à 3h du mat, t'aurais fait des trucs, ou t'aurais monté une synagogue chez toi, s'il y avait quelqu'un qui disait t'as pas le droit d'aller à la synagogue. Pas vrai? On serait battu. On serait battu. Et non, aujourd'hui on n'a pas à se battre, puisque de toute façon, il n'y a personne en face. Il n'y a personne. Et là, c'est là qu'il faut se rendre compte de ce qui se passe. C'est à ce moment-là qu'il faut se rendre compte de ce qui se passe. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a personne en face, mais en fait, si, il y a quelque chose en face, ça s'appelle le vide. Ça s'appelle le rien. C'est-à-dire d'être des riens. D'être des juifs nuls. Ou même d'ailleurs, pas juifs d'ailleurs. On est juste juifs par le nom, par le sang, par tout, etc. D'être des nuls. Et on peut faire ça. On peut dire, bah, ok, ouais, je suis en tourisme, moi je passe dans le monde. Ok, je regarde, ah, il y a des rabbins, il est trop fort ce rabbin, ah, j'ai appris qu'il étudiait des tonnes et tout, il connaît toute la Torah par cœur et tout. Ou alors, on a le droit de dire, maintenant, moi, je veux faire partie de l'histoire. Je veux faire partie de l'aventure. Et si on réfléchit à ça, et ça, c'est un secret qui est mon secret, et qui est la force de tout ce que j'ai fait dans ma vie, moi, je pense que je peux être président des États-Unis. Et je pense que n'importe qui d'entre vous peut être président. De faire ce qu'il veut dans la vie. Tout ce qu'il veut. C'est juste une question de volonté. Volonté, persévérance et de la chance aussi. Faut tomber, les élections, il faut avoir un fou en face, etc. Mais on peut tout faire. Celui qui pense qu'il a une limite, ça c'est le Yetzer Hara qui lui a dit. Le Yetzer Hara, il est là en permanence pour dire t'es nul. Mais t'es nul. C'est-à-dire qu'en fait, on pense des fois que le problème c'est d'avoir la foi en Hachem. En fait, le problème c'est d'avoir la foi en soi. La foi en Hachem, on croit tous en Dieu, d'accord? Il n'y a pas de question là-dessus, oui. On croit en Dieu, oui. Hachem, Shabbat, etc. Mais la foi en nous, on pense faire partie de cette histoire-là. Non, regarde l'extérieur. Oh là là, ils sont forts sur Torah Box. Oh là là, le film de ouf et tout. Mais non. Je te dis d'ailleurs, il y a un commentaire qui explique comme ça. On a entre Shavuot et Pessah, entre Pessah et Shavuot, pardon, on compte le Homer. Donc Pessah, c'est le moment où Dieu s'est dévoilé. Shavuot, c'est la Torah. Et au milieu, on dit Usfartem Lachem. Vous allez compter le Homer. D'accord? On compte 1, 2, 3 jusqu'à 49. D'accord? On dit, mais c'est quoi Usfartem Lachem? Vous compterez pour vous. D'accord? Ça ne veut rien dire. Vous compterez pour vous. Qu'est-ce que vous comptez pour moi? Alors, pour qui je compte? Alors, je dis, vous compterez. Et en fait, Usfartem Lachem, c'est vous allez vous compter vous. C'est pas vous allez compter pour vous. Vous allez compter vous. Usfartem Lachem. Vous allez vous compter dans l'histoire du peuple juif. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu Pessah, un énorme événement. Il y a Shavuot, il y a une énorme Torah. Donc il y a Dieu qui nous a donné un truc très très fort. Et vous allez vous rentrer dedans pendant 49 jours, vous dire, mais moi je fais partie de cette histoire-là. Moi je veux être un des meilleurs de ça. Moi je veux être un leader là-dedans. Je veux réussir. Et c'est quoi réussir? Réussir, c'est pas faire du business. D'accord? On peut réussir en faisant du business aussi, mais c'est pas ça le réussir. Moi je vous dis, je vais passer ma vie avec des riches, mais les plus grands riches du monde, d'accord? Les milliardaires, multimilliardaires. Mais, donc en fait, quand on dit, il y a Challenge qui sort chaque année à peu près en juillet, il y a les gens qui ont, ceux qui ont réussi en France. Et en fait, c'est le classement des fortunes. Moi, je connais leur vie à l'intérieur.
mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai des milliardaires qui m'ont pleuré devant moi. Il y en a un, il m'a pleuré parce que son père est juif, sa mère n'est pas juive, et il dit, tu ne peux pas imaginer la catastrophe que je vis tous les jours à ne pas savoir qui je suis. Comme ça, il m'a dit. C'est fou. Milliardaire, il a tout, des yachts, des trucs, garde du corps, la totale, tout. Et il dit, je vis un cauchemar. Il y a d'autres pareils qui ont le problème avec leurs enfants, le problème avec leurs femmes. Le problème avec leurs enfants, on n'a pas besoin d'être milliardaire pour ça. Mais en tout cas, ils ont... Donc en fait, la réussite, c'est pas le business, c'est pas l'argent, c'est pas le truc. La réussite, nous, Dieu nous dit c'est quoi la réussite. Il vous a déjà dit. La réussite, c'est, on a des halachot, on a des mitzvot, on a des averot, d'accord? On a des halachot qu'on ne connaît pas bien. Et ça, il faut savoir que c'est pas que maintenant qu'on ne connaît pas bien la halakha. J'ai étudié aujourd'hui quelque chose, un BAM qui disait qu'il y a certaines avérotes qu'on ne peut pas reprocher au peuple juif de ne pas connaître, parce que c'est comme ça, ils ne connaissent pas. Par exemple, le fait de faire un nœud Shabbat, donc on parle il y a 1000 ans, d'accord? Déjà à l'époque du Rambam, il dit les juifs ne savent pas qu'on n'a pas le droit de faire un nœud Shabbat. C'est dans la halakha comme ça, il y a des conséquences dans la halakha. Et donc il y a des halakhot, et donc on te dit, tu vas passer ce monde-là, toi ce que tu as à faire, c'est de faire le bien. Et le bien, c'est de faire les mitzvot. Et les mitzvot, c'est de ne pas faire certaines choses, il y a des interdictions. Et c'est aussi de faire des choses. De faire du chesed, de faire de l'hospitalité, d'aller rendre visite aux malades, etc. Enfin, faire des choses. D'accord? Des bonnes choses. Finalement, donc on dit voilà, tu réussis dans la vie. Le compteur, c'est pas celui de challenge avec les milliards. Les milliards, ça sert à rien. Il y a Bill Gates, un jour quelqu'un demandait à Bill Gates, alors qu'est-ce que ça fait d'être milliardaire? Il a dit, tu sais, je vais te dire un truc, depuis que je peux manger j'ai les moyens de manger un hamburger tous les jours, je sais plus c'est quoi la différence d'être milliardaire ou pas. En gros, je peux pas manger plus, quoi. J'ai un hamburger. Je peux pas manger plus. Donc au final, quelle est la différence entre un milliardaire et pas un milliardaire? Le milliardaire, il se casse la tête à savoir ce qu'il va faire de son argent. Et je vous dis, c'était mon métier de les aider à savoir où investir. Mon métier de faire ça. Mais il se casse la tête, ça veut dire, il se lève le matin en disant waouh. En plus, maintenant, en Europe, par exemple, les banques ont pris des intérêts négatifs sur l'euro. D'accord? Même en Israël, par exemple, si quelqu'un a des euros ici, beaucoup d'euros ici, la banque arrive en disant maintenant, votre argent baisse tous les mois. D'accord? On est à taux d'intérêt négatif. Il faut étudier le sujet. Ouais, il y a un sujet en économie. C'est un truc de la Banque européenne. Et donc maintenant, alors là, les investisseurs, ils sont comme des fous. Ah là là, il faut que j'investisse partout. Où est-ce que je peux mettre mon argent? Vous n'avez pas des tours à acheter, des trucs et tout. Mais ils n'en peuvent plus. Moi, j'ai vu des réunions, on était autour de la table, il devait y avoir 70 milliards. D'accord? Moi, j'étais conseil de la deuxième fortune de Russie. Un mec qui s'appelle Michael Friedman. Et on était donc conseil d'administration, donc il y avait lui, ses deux autres associés. Donc lui, il valait 20 milliards, les autres encore 15 et 15, quelque chose comme ça. Encore deux qui valaient 5, 7 milliards et tout. Donc imaginez le truc, moi je suis là en kippa, je suis comme ça, j'adore le kipp. Et à un moment, il y en a un qui fait bon, il faut faire rentrer du cash là. Il faut faire rentrer du cash. Je regarde comme ça, je fais pourquoi t'as besoin de rentrer du cash? Il fait il faut faire rentrer du cash. Je fais mais t'as 16 milliards de dollars en banque. C'est ce qu'il avait en banque. Hein. Il y avait ce groupe là, c'est une société commune que je conseillais. Je fais partie du conseil. 16 milliards de dollars en banque. Qu'est-ce que tu veux rentrer du cash? Et je me suis rendu compte, en fait, moi, c'est des cours de moussard de fou, ça. C'est des cours de folie. C'est la vraie vie, on voit des choses. Vu qu'en fait, quand ils se lèvent le matin, ils savent pas quoi faire de leur vie. Donc, leur kiff, c'est quoi? Enfin, leur but, c'est de devenir encore plus riche. Parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent compter. C'est la seule chose qu'ils peuvent compter. Mais sinon, on nous dit autre chose en tant que juif. On dit non, notre but, c'est pas d'être plus riche. C'est pas d'être plus fort, d'être plus musclé, etc. Mais c'est bien d'être musclé et tout, moi c'est pas mon cas. D'accord? Si on nous dit votre but d'être dans ce monde, Dieu va vous envoyer des tonnes d'épreuves. Chaque jour, vous allez vous lever. C'est comme un jeu vidéo. Allez, hop, on y va, on se lève. Allez, Hachem, on y va. T'avances, et là, t'as un problème, un enfant malade. Ah, qu'est-ce que je fais? J'annule l'étude, j'annule pas l'étude, je fais ci, je fais ça. Paf, comment je fais les choses? Ou alors je vais me retrouver avec un problème dans le business, on me propose un boulot sale. D'accord? On a Natania, vous savez de quoi je parle. Il y a la collection. Voilà, non, vous savez pas? Non. Tant mieux alors. Voilà, non, mais ça fait rire, mais ça fait pas rire. Moi ça fait pleurer malheureusement.
Et on voit un boulot sale, super bien payé. En plus, les gens, ils sont sympathiques. Voilà, le boss, il est gentil. Et tout, et les copains, ils sont déjà là-bas, et une ambiance de fou. Ils partent à Ibiza la semaine prochaine et tout. Et là, t'es là, et tu dis, allez, c'est pas grave. Et là, t'as perdu. On dit, game over. T'as perdu. Alors, pas game over, parce qu'on recommence demain. D'accord? Chaque jour, on est comme ça. Donc, chaque jour, on a nos petites épreuves, ou nos grandes épreuves. Ça peut être des épreuves dans la Parnassa, dans notre étude. Ça peut être une épreuve avec comment j'arrive à la maison. Enfin, je suppose qu'aucun d'entre vous n'est marié ici. Hein. Si, vous êtes marié? Il y a quelques mariés. Donc, on arrive à la maison. Est-ce qu'on fait un sourire à sa femme en rentrant? Ou est-ce qu'on fait là alors bon, on a eu des problèmes au boulot, ok? On a eu des problèmes n'importe où avec les copains, etc. Mais est-ce que, tu sais, il y a plein d'histoires de rabbinim, de grands rabbinim. Les grandes choses qu'on raconte sur eux, c'est pas la manière dont ils ont étudié, c'était la relation qu'ils ont avec leur femme. La relation qu'ils ont avec leur femme. Et un rab, il disait, il avait installé un miroir à côté de sa maison. Normalement, on ne se voit pas devant le miroir. Mais il y avait un rab, il a dit, non, moi je suis obligé parce que je dois être bien devant ma femme. Donc il se mettait devant le miroir, tac, pour se mettre bien. Il arrivait, la cravate et tout, et il rentrait. Bonjour ma chérie et tout. On compte. Mais ça, c'est des choses, et en fait, on a des épreuves comme ça. Ou alors, ma femme m'énerve parce qu'elle me demande un truc, n'importe quoi. Elle m'énerve. Elle fait tout pour que ça. Fait tout. En tout cas, ça se passe comme ça. Je me sens énervé. Non, cool, tout va bien, moi je vais bien. Je sais que c'est Dieu qui est en train de m'envoyer cette épreuve-là maintenant. Donc, quand on voit la vie comme ça, c'est génial. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo du matin au soir. Moi, vraiment, je vis comme ça. Moi, je suis là. Moi depuis 2 ans, j'ai essayé d'étudier à plein temps. Et j'ai pris un break du travail. Et j'étudie en yeshiva à plein temps. C'est magnifique. Je suis dans une yeshiva, c'est une yeshiva de Baalei Tshuva. Et donc c'est plein d'Israéliens, c'est que des Israéliens. Et ils ont fait l'armée, c'est les anciens médecins, etc. Et en fait, même dans la yeshiva, il va toujours avoir le mec qui va être l'épreuve. Genre, il y a un mec par exemple, c'est un clown, mais c'est un clown officiel. Et il bosse bien pour Idabrou dans la télé, truc. Il est le clown, il se met avec le truc et tout. Donc il est à la yeshiva, il passe son temps à faire des blagues. Et nous, notre épreuve, avec ma chavruta, etc., c'est de rester super froid et de ne pas exploser de rire tout le temps, parce que sinon on ne peut plus étudier, par exemple. Et donc à n'importe quel moment, Dieu nous envoie des épreuves comme ça. Il est à mourir de rire, c'est incroyable, des fois je pleure de rire. Et donc on a des épreuves tout le temps. Donc voilà, donc moi je vous ai fait l'intro. Comme je l'ai expliqué, je suis arrivé en Israël en 2004. On s'est installé à Ranana, parce que là-bas il y avait un collège où je voulais étudier le matin et pouvoir travailler l'après-midi. Au début j'ai pris une année où je relaxe. Après j'ai monté une société. En 2007, Google voulait la racheter, voulait que je devienne co-dirigeant de Google Haifa. Petit truc. Après finalement ça s'est pas fait. On est parti habiter à Bnei Brak. 2010, je fonde un fonds d'investissement avec Xavier Niel, Kima Ventures. On investit dans plus de 350 startups. J'investissais dans une startup par semaine, en étudiant le matin. Donc je finissais à 1h d'étudier. Et l'après-midi, je regardais des dossiers, je parlais avec des gens, j'avais un truc, j'investissais plein de trucs, c'était très intéressant. Et c'est une histoire de fou quand même, c'était vraiment une chance dingue. Et ça m'a permis à la fois de découvrir le monde de la high-tech, mais de découvrir aussi les gens. Parce que quand on travaille avec beaucoup de gens différents, de plein de nationalités différentes, on se rend compte aussi comment les gens fonctionnent. Ça c'est magnifique. Ça nous donne des leçons pour nous-mêmes. Pendant ce temps-là, j'ai fondé plusieurs sociétés. Une que vous connaissez peut-être, c'est Litchi, les cagnottes. Vous connaissez les cagnottes, Litchi? Voilà. Donc moi je suis cofondateur de Litchi. Donc en fait, c'est pas mon idée, c'est la fille Céline Lazorte, qui est une ancienne HEC. Elle a voulu monter cette boîte et elle a trouvé un investisseur. Et l'investisseur dit j'investirai pas que sur toi, t'es toute seule, en plus t'es une femme, etc. Il n'y avait pas beaucoup de start-upeuses à l'époque. Tiens, je te présente quelqu'un. Il m'a présenté moi à Céline. Il a dit voilà, vous faites un duo, vous montez la boîte ensemble. Donc moi j'étais son mentor. Donc en fait, j'étais son psy en fait. Parce que quand on est entrepreneur, c'est très dur à vivre. Surtout quand elle avait beaucoup de succès, beaucoup de pression, beaucoup de choses. Et Baruch Hashem, on a vendu la société il y a 4 ans. Pendant ça, j'ai fondé des boîtes de jeux, des boîtes de plein de choses, etc. Quelque chose dont je me suis rendu compte aussi, c'était le mal que me faisaient les réseaux sociaux. Depuis 2012, j'ai quitté Facebook, j'avais 5000 amis.
amis, donc pas d'amis en fait. Quand on en a plein, on n'en a pas. Donc 4993, un truc comme ça. Et j'ai décidé de quitter Facebook, c'est une longue histoire. Au prochain, donc j'ai plein de temps. On peut faire plein de choses dans la vie quand on n'est pas sur Facebook, je peux vous dire. Ni Snapchat, Instagram, ça j'ai jamais regardé à quoi ça ressemble. Mais merci, même si je connais les fondateurs, les patrons de tout le monde, etc. Mais merci. Pas besoin. WhatsApp, j'ai abandonné à peu près en 2015, 2014. Pareil, je voulais pas être dérangé. En gros, moi, mon gros truc, c'est d'être au calme. Je veux pas qu'on me dérange, pas un truc. Bon, j'ai une famille bien nombreuse, donc les enfants de temps en temps sont là, mais quand je suis à l'extérieur, ou quand je suis en train d'étudier, ou quand je suis en réunion, etc., je suis le seul qui je suis pas en train de regarder mon téléphone. Non, parce qu'il n'y a rien. Il y a des SMS, mais il y a 10 personnes qui ont le numéro. Enfin, j'exagère, peut-être qu'il y en a 50, mais bon, en tout cas, ils n'envoient pas de message. Donc voilà, et en fait, pendant ce temps-là, moi, ça a été la grande force, ça a été que j'ai toujours, en rentrant dans le monde des affaires, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas... moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime l'argent, du tout. C'est-à-dire que quand on en a besoin, mais il y a des gens qui aiment l'argent parce qu'ils aiment l'argent. Ils peuvent en avoir autant qu'ils veulent, ils vont en vouloir encore un peu. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Quand je monte des entreprises, c'est l'entreprise, c'est le projet. C'est le projet, c'est d'avoir des utilisateurs qui me disent votre truc est génial. Litchi, par exemple, quand on voit Litchi aujourd'hui dans le monde entier, etc., on se rappelle du premier jour où on a signé les statuts chez l'avocat, on se rappelle du premier jour où on a fait la maquette du site et on disait non, alors le logo tu vas le changer comme ça, et ça tu vas écrire ça comme ça, non le mot cagnotte, est-ce que c'est le bon mot, non on va faire un autre mot. C'est toute cette aventure-là qui est très sympa. Mais quand même, je me suis dit, en travaillant très jeune, je me suis dit, je peux pas imaginer que toute ma vie, ma vie, ça sera de monter des startups ou d'attendre des contrats de clients, d'accord? Ou de voir les statistiques. À la fin, quand même, c'est un peu naze, quoi. D'accord? Alors, il y a beaucoup de gens qui font ça tout le temps, d'accord? Ils n'ont pas l'air de se poser la question. Mais nous, au Fresham, on se pose des questions, donc c'est bien. Et donc là, c'est pour ça que l'étude de la Torah était ma bouffe d'air pendant chaque jour. C'était, comme je le disais, au début c'était 2 heures par jour, après 3, après 4, après 5. Voilà, pendant des années ça a été à mi-temps. Et après, voilà, là en ce moment c'est à plein temps, je sais pas combien de temps. Voilà, donc maintenant je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'ai lancé le sujet. J'aimerais savoir une chose, comment c'est possible d'avoir été à la tête de pas mal de choses et de ne pas avoir la grossette de prendre tout son temps et le mettre dans la Torah? C'est quelque chose, c'est le Yetzer en plein, je trouve. Ouais. Je vais te dire un secret de ouf. Non mais c'est une super question. Je vais te dire. J'ai monté plein de boîtes. Il y a eu des boîtes qui sont plantées, des boîtes qui ont réussi. J'ai investi dans plein de boîtes. Il y a eu quelques très bons investissements, très bons. Quelques très bons. Et au final, je me suis rendu compte que tout vient de la chance. C'est-à-dire que là, je suis cofondateur de Litchi par coup de chance. D'accord? Il y a un mec qui m'a présenté à la truc. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris... j'ai dû travailler pour Litchi je sais pas, ça a été 6-7 ans. Je devais travailler, je sais pas, 20 heures par an. Pas plus, quoi. Je faisais des calls, je répondais à ces questions, je demandais peut-être un peu plus, peut-être 30. Et j'ai gagné plus que des boîtes où j'ai bossé pendant 5 ans. D'accord? Donc en fait, le plus important, c'est de se rendre compte, et ça c'est en étudiant qu'on se rend compte de ce qu'on ne voit pas, c'est de se rendre compte que tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Il y a une Gemara qui est comme ça, qui dit, il y a un ange qui s'appelle Laïla, qui est responsable des grossesses. Avant la naissance, il vient voir Dieu, il demande, voilà, que va-t-il devenir? Que va-t-il être? Est-ce qu'il va être riche ou pauvre? Oui, le bébé. Mais quand il sera grand. Est-ce qu'il va être riche ou pauvre? Est-ce qu'il va être fort ou faible? Est-ce qu'il va être intelligent ou bête? C'est-à-dire que ça, c'est déjà fixé. Alors après, bon, il y a plein de questions sur cette Gemara, et la Tfila, ça sert à rien. Pardon? Aucun mazal de ça? Il y a un mazal, donc ça s'appelle un mazal. Non, mais de changement. Alors, de temps, ça c'est une grande question, c'est une question, si on en parle, mais c'est un gros sujet. Mais dis-toi qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est né en ayant déjà des choses. Et on se rend compte, aujourd'hui, on voit des gens qui bossent du matin au soir et qui veulent être Bill Gates, et ils arrivent à peine à finir la fin de mois. Et t'as des mecs qui foutent rien. Mais vraiment, je vois des gens qui sont dans l'immobilier, qui font des trucs et tout.
ils bossent un petit peu, ils sont tout cool. Il y en a même qui sont l'air tout bêtes. Un des milliardaires donc, que j'ai conseillé, quand il est en réunion, il rigole comme ça. Quand on regarde, et les gens, ils ont honte à côté de lui et tout. Mais il baisse 20 milliards. Mais c'est incroyable. Pourquoi? Et d'ailleurs, vous vous avez rendu compte quand on pose les 3 questions, intelligent ou bête et riche ou pauvre, c'est 2 questions différentes. Donc on peut être riche et bête. D'accord? Et ça, je l'ai vu. Il y a des gens riches et bêtes. Et j'ai vu des intelligents et pauvres. On en a tous vu. Hein. Donc, quand tu te rends compte que tout ce que tu as, c'est pas toi en fait. C'est pas toi. C'est-à-dire que rien du tout. T'as de l'argent, t'aurais pu l'avoir, t'aurais pu ne pas l'avoir. Et surtout, autre chose, si tu peux ne pas l'avoir demain. D'accord? Moi, il faut savoir que je lis à la fin de la tfila, chaque matin, je lis Parashat Aman. D'accord? Alors c'est une ségoula pour avoir une femme à ça. Vous allez me dire, ouais, mais t'es Jérémy, t'as plein d'argent et tout, à quoi ça sert? Je dis, non, mais d'où je sais que je l'aurai demain, moi, cet argent-là? D'ailleurs, il est écrit dans la Parashat Aman que quand les gens prenaient la manne dans le désert, et quand ils en prenaient trop, elle pourrissait. Dieu, il donne juste. Il donne juste. Donc, on a besoin d'avoir de la bracha tous les jours. On a besoin d'avoir Hachem nous donne ce qu'il faut tous les jours. Et ça dépend que de nos mérites et de notre filote. Ça dépend de rien d'autre. Et de notre mazal, comme je l'ai expliqué. Mais disons, on va dire mérite, filote, mazal. D'accord? Et donc, quant à ça, tu peux être prétentieux. Tu as réussi à monter une boîte. Ok, et même encore ça, le deuxième chose aussi, c'est, comme je l'ai dit, j'ai monté plein de boîtes. J'en ai raté la moitié. Donc j'en ai réussi l'autre moitié. Je suis un bon entrepreneur, je suis un mauvais entrepreneur. Ah bon? Pourquoi? Parce que déjà d'avoir réussi, c'est un grand pas. Ah bah non, mais j'en ai raté. Il y en a beaucoup qui font que échouer. Alors je vais te dire, les gens qui réussissent, c'est ceux qui après chaque échec se relèvent. C'est ça le secret. Les gens qui réussissent, c'est ceux qui après chaque échec se relèvent. Donc tu fais un truc, tu recommences. Tu fais un truc, tu recommences. Mais pourquoi tu fais ça? Jusqu'à qu'à un moment, Hachem te dit, ok, c'est maintenant que tu vas voir ta part ça. Maintenant, c'est maintenant. T'as besoin, tu viens de te marier, t'as eu un enfant qui est là, tu vas faire ton alia, t'as ci, t'as ça. Pas. Et donc au final, tu te rends compte que les choses se passent pas. Moi, il y a un truc qui était dingue. Donc, en investissant dans des centaines de boîtes, on préparait un business plan au départ. Vous savez ce que c'est un business plan? Maintenant, ils préparent, voilà comment ça va se passer dans les prochaines années. Aucune n'a fait ce qui a été écrit. Pour aucune, cela s'est passé comme prévu. Quand même, dans 300, on va dire, on a bien 10. Spéculatif, là. Mais non, c'est pas spéculatif. Non, je parle de... Non, moi, j'investis pas dans les gens qui... Alors, vraiment, des gens des trucs concrets, d'accord? Mais non, ça s'est jamais passé. Comme prévu. Il y avait une boîte qui avait l'air... Pour moi, c'était... on appelle ça no-brainer en anglais. C'est-à-dire, même pas à réfléchir, il faut investir dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient tout pour réussir. Pas les 2 fondateurs, ils se sont disputés à mourir. Il y en a un, il m'a dit, un d'entre eux m'a dit un jour, regarde, si tu m'attrapes pas, je vais mettre la dynamite dans sa maison ce soir. Donc c'était ce genre de truc. Ils ont tué la boîte. Et d'un autre côté, il y avait des gens comme ça, petits jeunes comme ça, salut et tout. Paf, aujourd'hui, ils ont 150 employés, etc. Donc au final, les choses se passent pas comme prévu. Et ça, c'est le plus gros message. Il faut juste le voir, d'accord? D'ailleurs, moi, il y a même à tel point que pour qu'une chose ne se passe pas, je l'imagine. Comme ça, je dis, ok, maintenant j'ai imaginé que ça va se passer comme ça, Dieu, il va pas faire comme ça. Il va me montrer que ça va se retourner. Bon, ça, c'est ma théorie. Je l'ai jamais lu dans les livres de Torah et tout, ça marche comme ça. En tout cas, ça a toujours marché jusqu'à aujourd'hui. Et donc, après, à ce moment-là, tu peux être que modeste. Par contre, il y a un sujet, la Gemara, elle continue comme ça, celle qui pose les 3 questions. Elle dit, et quoi de la Hirat Shamaim? Est-ce qu'il va... Non, pas de la... la première question, c'est Etzadik ou Racha? Est-ce qu'il demande? Il dit non. Kever Rabbi Elazar, Mar Rabbi Elazar, Akol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est-à-dire que le fait de choisir de venir à ce cours ce soir ou pas, c'est pas Dieu qui vous a fait décider ça. Il vous a peut-être aidé, parce que vous avez eu un mérite particulier, etc., de dire, tiens, je vais voir ça, là. Ou le fait d'avoir étudié, d'être joué un Shabbat, etc. Tout ça, c'est pas Dieu qui a décidé, c'est vous qui l'avez décidé. Et ça, donc au final, si la seule chose qu'on doit décider, c'est ça, c'est la Hirat Shamaim, dans ce cas-là, je dois investir là-dedans. Je dois passer mon temps à me dire, bah, c'est là où j'ai mon choix. Le reste du temps, bah, le reste que je fais, bah, je fais ma Ishtadlut, je fais ce que j'ai à faire, d'accord? Et quand je fais mon travail, je vais le faire super bien, d'accord? Super bien. Mais par contre, le résultat,
Il ne dépend pas de mon super bien. Il ne dépend pas du tout de ça. Kelly. Pardon? Je fais le Kelly. Tu fais le Kelly, tu montres au monde, que les choses sont naturelles. Hachem ne veut pas donner les choses de manière surnaturelle. Donc tu es en train de faire en sorte à faire quelque chose qui est à l'air naturel, donc vis-à-vis de l'extérieur, c'est surnaturel, c'est naturel, mais au final, toi tu sais très bien qu'au final, tes revenus, et 90% de tes revenus, ils viennent d'un petit truc que tu as fait en 5 minutes. D'accord? Donc c'est ça aussi le sujet, c'est qu'en fait, Hachem se cache ici. Le Olam c'est caché. Hachem est caché ici. Et il veut que tout soit caché. Donc il nous fait travailler. Moi je connais des gens, je suis allé à Yeshiva. Quelqu'un vient me voir, me dit regarde Jérémy, je suis expert comptable. J'ai fait des études d'expert comptable et tout. J'ai envie de travailler 4 heures par jour. Non, j'ai envie de travailler de 2 à 7 heures, je crois que je travaille. 3, 4, 5, 6, 7, 5 heures. Et je veux travailler 5 heures et je veux gagner le même salaire que je touche à plein temps. Je crois que c'est possible. Je lui dis combien tu touches? Il dit tant. Je fais regarde, tu veux vraiment ça, pourquoi? Il dit parce que je veux étudier le matin. Et il étudie vraiment, il est super sérieux tout ça. Je lui dis regarde, il n'y a aucune raison que ce soit pas possible. Ça restera plausible. On a trouvé en 24 heures, on lui a trouvé un job. Mais pas un job, il a le job dans le meilleur endroit du monde. C'est un coworking space Haredi, orthodoxe. Coworking space, le plus beau, un truc incroyablement beau. Il est le comptable maintenant du truc. Il rencontre des entrepreneurs, des start-upers religieux, trucs, etc. Tous les après-midi, etc. Voilà, ça se passe bien. Et en fait, alors maintenant, tu as le même qui est en train de bosser 10 heures ou 8 heures et qui est en train de se casser la tête. Voilà l'autre. Non, mais lui, il a voulu ça. Ça a l'air plausible. Et Hachem l'a aidé à faire ces choses-là. Donc voilà. D'autres questions? C'était quoi ton plan quand tu avais 18 ans, 19 ans? Aucun plan. J'avais aucun plan. Franchement, j'avais aucun plan. J'avais aucun plan, c'était... Et quand tu as monté ta Mais c'était de monter, c'était de faire des trucs, c'était de construire, de monter... Comme aujourd'hui en fait, quand j'étudie, je veux être meilleur qu'hier. Ouais, toujours je veux faire quelque chose, je veux sentir que j'avance. Alors, ça peut être j'avance vers le vide, mais voilà, c'est toujours de faire quelque chose, de construire, de faire un projet, de participer au monde, quoi. Pas d'être un touriste, d'être un participant. Ça a été... pardon? Ça recherche de statut Non, pas du tout vis-à-vis de l'extérieur. Alors on peut te dire... Les gens pensaient que je faisais exprès d'être dans les journaux. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point je refusais tout. Tout, là j'ai fait, il y a moins d'un an en mars, j'ai fait la couverture de Challenge. Pourtant, ça fait 2 ans que je suis à Yeshiva. Je fais rien, je rencontre pas un homme d'affaires, je fais pas un coup de fil et tout. Il y a le rédacteur en chef de Challenge, que je connais depuis des années, il vient en Israël. On fait juste un dîner ensemble, on parle des enfants, on parle de la vie perso, on parle à peine de boulot, à peine peut-être 5 minutes à la fin. Une semaine après, il m'envoie un message, il me dit il y a une surprise jeudi. Je fais quoi la surprise? Il me dit bah t'es en cover de Challenge. Je fais quoi? Et c'est le pire, c'est qu'ils ont fait la pub dans toute la France. J'étais dans toute la France. Vous étiez en France à cette période, vous avez vu? Vous n'étiez pas? Et c'était dans tous les aéroports, toutes les stations de métro, tous les trucs des kiosques, tout, il y a ma photo comme ça, la réussite de la high-tech israélienne, ou je sais plus quoi, plus qu'il y a écrit. Ah, mais un total. Donc, en fait, statut, j'en ai absolument rien à faire. Et au contraire, je fais tout pour me cacher. Quand je suis à la yeshiva là, je me cache, et personne ne sait, enfin aujourd'hui un peu, malheureusement, mais ils savent pas ce que je fais. Ils veulent pas, c'est le plus grand kiff, ils veulent pas qu'on sache. Donc en fait, non, mais le truc c'est de se dire, Dieu t'a envoyé dans le monde pour faire quelque chose, pas pour être un touriste. Ça, c'est vraiment la chose. Il t'a envoyé, il t'a donné des capacités. Vous savez, à la yeshiva, pareil, il y a une personne qui était dans le cours où j'étais juste avant. C'est un handicapé. Il est comme ça. Il arrive à peine à prononcer des mots. D'accord? Il a un Indien qui l'aide, etc. Handicapé, et regarde, ouais. Il vient le matin à 9 h. Il étudie, mais parfaitement. Moi, je les ai, j'ai fait des chabroutotes avec lui, etc. Il réfléchit super bien parce qu'il a toute sa tête, en fait. C'est juste physiquement qu'il a pas. Il arrive, il fait des efforts et tout. Je dis, mais attends, il y a des gens, on est fatigué, on est enrhumé.
On se dit, viens, je vais pas aller étudier, je vais pas à l'école, je vais pas au boulot. Il est là, il a toutes les excuses du monde pour ne pas faire. Toutes les excuses. Elle arrive à dire, non, mais il y va. C'est ça en fait le truc. C'est-à-dire que moi, en fait, ce qui me tire, c'est ça. C'est, tiens, Dieu nous a donné nous a donné une épreuve. C'est est-ce que tu participes ou pas? Et ça, voilà, c'est la chose qu'il faut se dire tous les matins. Est-ce que je participe assez ou pas? Et si je chante, mais moi, je suis personne. Ça, c'est l'Yetzer. Ça, c'est l'Yetzer. Moi, je dis, moi, je suis personne. À partir du moment... Oui, bah, ce soir, ma femme était en réunion de parents d'élèves de mes filles. Quelques-unes de mes filles. Et elle appelle ma fille en disant, une d'entre elles, elle a dit, regarde comment c'est passé, la morale a dit que tu étais super, que tu étais du Zahav, et que tu faisais bien, et que c'est pas grave si tu as raté un contrôle, c'était très très dur, etc. Tout ce qui est beau. Et c'était vrai quoi, la morale elle dit des super trucs. Et ma fille de l'autre côté, non mais en fait non, mais je suis nulle, mais en fait j'ai raté, mais non en fait elle dit ça, mais c'est pour me faire plaisir, mais non, je suis pas forte, mais non. En fait, en elle, elle avait un truc, on a tous en nous, quelque chose qui nous tire vers le bas, qui nous tire en disant je suis nul. Vous savez, et ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à Xavier Niel, moi j'étais son confident pendant des années, il y a eu des moments où il se sentait nul, en ayant ses milliards, en ayant fric qui explose, etc. Il se sentait nul sur certaines choses, d'accord? Non, on se sent nul. Et non, tout ça, c'est ça. Tu te dis ça, tu donnes une grosse claque, tu dis non, je suis un enfant d'Hachem. Il y a des milliards de gens, je vaux plus qu'eux. Je suis plus fort qu'eux. Et je peux faire plus de choses qu'eux. Quoi? Après, maintenant, il faut savoir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas toujours facile de savoir ce qu'on doit faire. Mais bon, il faut ouvrir les yeux. Justement, comment vous avez su, à 18-25 ans, que c'était le bon chemin que vous preniez et ce serait à faire aujourd'hui? Quel conseil vous pourriez donner aux jeunes? Le bon chemin, ça. Si j'avais pas prévu d'aller à un endroit. D'accord, donc, pas que j'ai pris un chemin pour arriver à une destination. En fait, il y a un truc aussi, j'ai toujours un petit stress, et je me dis que je peux mourir tout de suite, aujourd'hui. Un petit truc comme ça. C'est pas une angoisse, mais c'est genre, aujourd'hui c'est mon dernier jour. Donc tant qu'à faire, j'en profite. D'accord? Ça aide énormément. Alors, on peut se dire, on est un peu fou, truc angoissant et tout. Mais non, c'est très bien. Je trouve que ça booste énormément. Mais le chemin que j'ai pris, c'est d'être un bon juif. Quand un jour j'étais invité, donc on est dans les années 2000, donc je suis à la télé 2 fois par jour, d'accord? Et des fois même, j'ai un scooter. Une fois, il y avait un scooter qui m'attendait en bas d'un studio de TF1 pour aller sur Canal+, parce qu'il fallait que je sois quasiment à 20 minutes d'intervalle entre TF1 et Canal+. C'était dingue, France 2, truc, la totale, les startups, regardez, l'entrepreneur, il a 21 ans. Ça vaut. Je crois que sur YouTube, on trouve encore des vieux trucs comme ça. Les sénateurs qui viennent me demander du boulot, enfin, c'était... Et un jour, je reçois j'avais une assistante, et elle reçoit un appel du chef de cabinet du ministre de l'Industrie suédois, d'accord, qui m'invite à dîner avec les 12 ministres de l'Industrie européenne. Mais pas un dîner, genre on fait un grand dîner avec 200 personnes. On était 3 entrepreneurs, et 12 ministres, et leur chef de cabinet. À Bruxelles, Parlement européen. Et moi, un peu dingue, je dis, non regarde, dis-leur que je mange cachère, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils répondent, et ils disent, il n'y a aucun problème, avez-vous un numéro de fax? Il y avait le fax à l'époque encore. Et on voit un numéro de fax, ils m'envoient toutes les cash-food d'Europe, choisissez ce que vous voulez. Dingue quand même. Je vous dire en quelle année c'était? C'était pas en 2000. C'était en 2001. En toutes les caches européennes. Donc je choisis. Et là je peux plus refuser, donc je vais. J'arrive. Je me rappelle plus si j'étais en train, en avion, mais je me rappelle qu'il y avait une voiture qui m'attendait. Voiture, chauffeur et tout. Bon, c'est comme visite officielle d'un membre d'un gouvernement étranger, quoi. Un truc dingue, quoi. Il m'amène dans une chambre, c'était une suite, mais énorme. J'étais tout seul, quoi. J'ai tout pour moi. Ok. On me dit, voilà, dans 1 heure, on vient vous chercher. 1h00, on tape à ma porte. Monsieur est habillé. Et hop, on m'amène au Parlement européen. J'arrive par la grande porte, les gens, ils se protinent comme ça. Monsieur arrive et tout. Je
21 ans, 21 ans. Et j'arrive, et donc on est dans une salle qui fait à peu près cette taille, mais qui fait 3 fois cette hauteur de plafond. Parce qu'en fait, tout autour, il y avait des vitres où il y avait les traducteurs. En fait, chaque pays, il parle dans sa langue. Ça, je savais pas. Et donc ça à faire, ils ne peuvent pas apprendre l'anglais, les mecs. Donc en fait, ils parlent tous dans leur langue. Et c'est très important, c'est-à-dire que si le français il parle anglais et tout, ça se fait pas trop. Bon, Macron il a changé un peu les choses, il parle en anglais bien. Mais donc il y avait tous les gens, et donc nous on est là au milieu, on mange et tout. Et j'arrive, et il y a les serveurs, ils me regardent comme ça, ils font. Ça veut dire en gros votre repas cachère, c'est pour vous. Je fais oui. Il vient me voir, il me dit vous voulez qu'on vous l'ouvre, on met au micro-ondes et tout. Non, touchez à rien, vous jamais comme ça. Donc j'arrive, on est tous comme ça, tous autour, une immense table. Avec donc il y a les ministres, les trucs, etc. Et on m'amène mon plateau en premier. Donc déjà, l'affiche direct. On me sert en premier, et avec le plastique dessus. Je ne sais pas si vous savez que le plastique, si vous avez essayé dans les avions, si vous prenez un repas Glan, il est très très dur. Il est très très dur, et c'est fait exprès. Et donc je commence avec mes doigts à essayer d'ouvrir le plastique, et j'arrive pas à l'ouvrir. Et comme la salle était immense, ça fait un écho. Et donc on entend... Et là je suis là, je sais pas et tout. Et au final j'arrive. Depuis j'ai un stylo toujours un stylo pour que je puisse faire comme ça sur le feu. C'est pas bon ça. Et là j'arrive donc je joue mon repas, etc. Il y a une ministre en face qui me parle et qui me dit mais qu'est-ce que vous faites? Elle dit je mange cachère. Elle me dit ah bah moi aussi je devrais. Et en fait elle était juive elle-même. D'accord, elle m'a raconté après son histoire, elle était juive elle-même, une suédoise ou finlandaise ou je sais pas quoi, aucun rapport, et la tête aucun rapport, non, elle était juive elle-même. Et là donc, je voyais les étoiles. J'étais en train de me dire, il y a quelques dizaines d'années, en Europe, les juifs étaient chassés, il y avait la Gestapo qui cherchait les trucs, etc. Là, on est là, je suis au Parlement européen, je suis déjà avec le ministre en mangeant mon cachet. Et là, j'avais l'impression de faire ma mission de juif au maximum. Au maximum. Et ça, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Il faut être très courageux pour faire ça. Mais dès qu'on s'est rendu compte de sa mission, on s'est rendu compte de qui on est, de qui on doit être, d'être enfant du roi, etc., on a peur de rien. On a peur de rien. Et je peux vous dire, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'étais contacté par une mère qui a un problème, parce que son fils, qui était religieux, etc., s'est mis à travailler Shabbat en France, parce qu'il a peur de se faire virer. D'accord? Il a peur de se faire virer. Je dis, mais pourquoi il a peur de se faire virer? Elle me dit, je sais pas, il a une grande angoisse, et s'il dit, il parle le Shabbat, et même il a dû travailler Rosh Hashanah. Mais il m'a envoyé sa photo d'avant, il avait le chapeau et la barbe, à 17 ans. D'accord? Il a tout laissé parce qu'il a peur. C'est quoi il a peur? Il pense qu'Hachem n'est pas avec lui, tout simplement. Il pense qu'Hachem n'est pas avec lui. Si t'es Hachem avec toi, mais tu dis, mais attends, je fais ça, je fais ce que j'ai à faire, évidemment que je mange kasher, évidemment que je suis chômeur Shabbat, et Dieu m'aidera dans tout ce que je ferai. Et si c'est très 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 dur, jusqu'à qu'à un moment je peux manger que du pain et de l'eau, je mangerai du pain et de l'eau. Et c'est tout. Et je suis sûr, moi quand j'ai eu des négociations avec les différentes... au début quand j'étais salarié une fois, mais avec la direction des ressources humaines, je vais te dire, regardez, donc je ne travaille pas le Shabbat, les fêtes, voilà les jours, voilà les trucs, ils me font, oh, j'ai mis, oh. Je lui fais, quoi, il y a un problème? Je fais, non. Il n'y a pas de discussion là, il n'y a pas de discussion. Il y a plein de gens qui rentrent dans les boîtes en disant, bon, alors regardez, il y a un petit souci que je dois vous parler, c'est que le Shabbat, le vendredi, je dois partir plus tôt et tout. J'ai honte. On dit non, monsieur, non. C'est arrivé en disant regardez, le vendredi, je pars plus tôt, etc. Et si, il y a aussi l'autre sujet, c'est quand je rentre dans une entreprise, je suis fier d'être juif. Je suis fier d'être juif ou juive. D'accord? Les femmes ont beaucoup plus de mal dans les entreprises. Bon, maintenant, on vit en Israël, ici, on n'a pas trop de problème. Entre guillemets, à Tel Aviv, on peut avoir un problème. D'être religieux, d'être pratiquant, de manger cachère, de ne pas serrer la main aux femmes, c'est quelque chose que moi je le fais, ou aux hommes. C'est pas toujours plus simple. On doit arriver avec... mais attends, c'est comme ça. Pas je mange mon repas cachère dans le coin en ayant honte. Moi, la première fois que je suis arrivé en tant que journaliste, mes collègues, je les ai invités au resto cachère avec moi.
On m'a dit, hey, qui veut venir manger cachère avec moi? Ah, moi, à quoi ça ressemble? Je fais, ah, vous allez être déçus, ça ressemble à ce que vous mangez, donc truc. Le premier jour, ils ont été avec moi. Le deuxième jour, ils ont été avec moi. Le troisième jour, j'ai été seul. Le quatrième jour, j'ai amené un sandwich. Eux, ils ont été mangés seuls au resto cachère. Alors, j'avais fait connaître le resto cachère. Mais attendez, mais ils mangent chinois, ils mangent kebab, ils mangent truc, c'est quoi le juif? À côté, c'est pareil. C'est rien de plus. Il était super bon, le resto. Super bon. Le Valois-Perret en était, je sais pas s'il existe encore. Mais si on arrivait en disant, bon, regardez, allez-y, avancez, moi je reste là. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, regarde, j'ai un problème. J'en ai marre, je me fais filer à chaque fois de boîte où je vais. Parce que je suis chômeur Shabbat. Je fais, ah ouais, pourquoi? Puis bon, en fait, je leur dis pas que je suis chômeur Shabbat. Mais ce que je fais, c'est que je laisse la veste sur la chaise, le vendredi après-midi, et je me casse. Je fais, t'as pas le droit. Ça s'ouvre en plus. T'as pas le droit. Tu es payé ces heures-là, tu peux pas partir. Mais en fait, bon, t'as pas le droit de travailler non plus, mais. Il me dit, ouais, c'est des pourris, c'est tous des antisémites et tout. Je fais, mais tu leur as demandé, Shabbat? Je dis, mais tu crois vraiment qu'ils vont accepter? Même pas en rêve. Je dis, mais il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui sont sur le Shabbat, sur le Mizot et tout. Ils ont aucun problème. Qu'on se fait des films. Pareil, il y a un Israélien qui travaille chez Intel, à Haïfa. Il parle à chaque fois de Dieu et de ci, de ça. C'était il y a 15 ans, cette histoire, 14 ans. Et un jour, on fait un Skype. Et je le vois, en vidéo, il a pas la kippa. Je fais, t'as pas de kippa? Il me dit, non, attends, tu sais, ici en Israël, avoir la kippa, c'est très responsabilité, tout. Je fais, pourquoi t'as pas la kippa? Il me dit, non, en fait, j'ai honte des collègues et tout, ils vont me charrier et tout. Je fais, et alors? Je dis, regarde, il y a Rabbi Akiva, quand il a commencé à étudier à 40 ans, il connaissait pas Aleph Bet. Donc il a été en Kita Aleph, à 40 ans. Les enfants, ils sont foutus de lui. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le vieux, là? Aleph Bet. D'accord? Et à sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un âne. Vous connaissez l'histoire de l'âne? Elle a pris un âne, elle a mis dessus un peu de terre, et elle a fait sortir une plante, une fleur ou une plante, je sais plus. Et elle a promené l'âne dans le marché, et tous les gens ont vu, ah, il y a une plante qui pousse de l'arbre, de l'âne. Ils ont commencé à rigoler, oh non, l'âne, super, et une fois, le lendemain, elle est revenue avec son âne. Les gens, ah, l'âne. 3 jours, 4 jours, 5 jours, il n'y a plus personne qui le regardait, l'âne. C'est pas un... Donc là, avec ta kippa, tu vas mettre ta kippa, et 2-3 jours, ils vont t'embêter, après ils vont plus te regarder. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ta kippa? C'est exactement ce qui s'est passé. Baruch Hashem jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc arrivé, donc moi en fait c'était ça, c'était on est juif, on a Hachem avec nous, tout le temps. On réussit, pour réussir il faut déjà essayer. Donc on veut pas, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si on réussit des choses ou pas. Donc je ne dois pas être paralysé par les projets. Voilà, on avance. C'est quoi la réponse tangible alors finalement d'être juif? C'est quoi la différence? J'ai pas compris. Peut-être que j'arrête un... Dis-moi. C'est quoi la réponse tangible? C'est quoi être juif? Si on me pose la question... Et juif? Il n'y a pas. Des choses concrètes, en fait. Il n'y a pas. On est hors réponse. Parce que c'est bien ce que tu veux dire, c'est bien, parce qu'on est juif, on comprend, on compatit. Mais un non-juif, il ne comprendra pas ça. Mais on s'en fout, c'est pas ouais, mais c'est une question qui est même entre nous déjà difficile à... Non mais t'as pas besoin de savoir qu'est-ce qu'est juif, t'as savoir quel est le rôle d'un juif. Ça, oui. Qu'est-ce qu'un juif? Tu trouves toujours quelque chose qui va... Des juifs qui vont pas respecter la règle. Mais quel est le rôle d'un juif? C'est de faire Shomer Torah Mizot et d'étudier. D'accord? Et de faire son chesed. Shomer Torah Mizot, ça inclut le chesed, ça inclut tout ce que j'ai parlé. C'est ça le rôle d'un juif. Le rôle d'un juif, c'est d'être des ambassadeurs de Dieu sur terre, et Dieu nous a dit comment le faire. D'accord? Il nous a donné les différents éléments. Et à Rav Eliashiv, on lui a demandé c'est quoi la mission la plus importante que peut avoir un juif aujourd'hui. Donc Rav Eliashiv, c'était le Gadol Hador il y a quelques années. Et il a dit que... alors, comment c'était exactement? Que les gens qui te regardent... non, je ne veux pas dire une bêtise. Je vais m'en rappeler. Mais en fait, c'est en gros que les gens qui te regardent voient que tu représentes Hachem, quelque chose comme ça. Que les gens voilà, voient Hachem par toi-même, par toi. Voient qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial.
Et je vous dis vraiment, si on prend la mission, je peux vous dire, les gens deviennent fous. C'est incroyable. Moi, c'est des non-juifs, des curés, des pasteurs, des musulmans qui me demandent des conseils. Tout. Mais c'est dingue. Il y a un curé qui s'est converti d'ailleurs. D'accord, vous pouvez le lire. Didier Long, il s'appelle Meilleur maintenant, Meilleur Long. Celui-là, il a écrit des livres. Vous allez sur Amazon, vous voyez ses anciens livres qu'il a écrits, c'est des livres sur Jésus et tout, un truc et tout. Aujourd'hui, il s'est converti au judaïsme. Consistoire et tout, il est venu à Bnebrak, etc. Quelqu'un avec qui j'avais parlé de ça. Je ne suis pas le seul qui fait qu'il soit converti, mais il parle de moi dans son livre en tout cas. Mais c'est tout. Il y a quelque chose, il se rend compte qu'il y a un truc en plus, il y a quelque chose de bizarre, de spécial. Il se rend compte qu'il y a des valeurs un peu fortes. Et ça, c'est important. Mais la définition, à mon avis, le cours de Rav Shaya, il doit être en ligne. Pardon? Peut-être. Mais moi, je l'ai vu, il a fait devant 150 étudiants. C'était incroyable. À chaque fois, il a dit, ne cherchez pas. C'est la Torah et la Halacha qui nous fait Il y a aussi quelque chose, je continue, vous avez des questions? D'autres choses. Il y a aussi quelque chose qui est très très important, c'est l'honnêteté dans les affaires, le fait d'avoir un bon nom. Donc c'est pas un statut, on va expliquer tout à l'heure, pas de la garaba, mais c'est le fait de pouvoir aller n'importe où, de parler avec n'importe où, et d'avoir rien à se reprocher. Rien à se reprocher, que personne puisse se dire ouais, mais tu te rappelles ce que tu faisais il y a 15 ans, hein, quand tu trichais, quand tu faisais ci, etc. Quand tu étais dans le forex, quand tu étais dans l'assurance, quand tu étais dans le bitcoin, quand tu étais dans ça, ainsi. D'accord. Ça, le fait de garder sa réputation, c'est quelque chose de très très dur, mais de ultra important. Parce que même quand on veut, moi il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi, il y a une société qui m'a demandé de les conseiller. Une société qui faisait qui était dans les cryptos, et un truc cachère, d'accord. Et ils m'ont demandé de les conseiller. Et c'est passé par un rave qui m'a présenté, etc. Moi j'ai dit mais non, j'ai arrêté de travailler. Regarde, il veut juste que tu les aides, tu pousses un peu, on utilise ton nom, etc. Non. Bon, ok, j'ai accepté, je sais pas comment. Je commence à travailler avec les gens, donc ça a l'air des gens bien, il me dit Titi, je vois faire la celui-là, les trucs, je vois vraiment le projet, il est très concret. Et un des associés, c'est un de mes anciens associés d'une autre société qui a 500 personnes aujourd'hui, à Nantes. Et donc j'avance dans le projet. J'avance un peu déjà, on commence à m'appeler. Jérémy, fait très gaffe au PDG de la boîte. Il a fait ça dans les diamants, dans les trucs. Quoi? Alors que j'avais bien vérifié plein de choses. Voilà. Je me renseigne encore et les gens qui me disent non, il est très bien. Je reçois un autre appel. Attention, il a fait des trucs. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, la société finalement, elle a des hauts, elle a des bas, elle s'effondre. Il y a, je sais pas, il a dû y avoir 300 ou 400 000 euros de gens qui ont investi dedans. C'était une ICO, je vous rappelle d'ICO. 300, 400, peut-être 500, je sais même pas combien. Moi, il m'avait filé des parts du projet. Et le projet s'est planté. Il y a quelqu'un qui a écrit un article comme quoi Jérémy Bérébi, escroc, opportuniste, tous les pires choses. Tout ce que je racontais était faux. On raconte que vous êtes conseiller d'Emmanuel Macron, c'est pas vrai. On raconte que vous avez travaillé avec Xavier Niel, c'est pas vrai. Article en anglais, en français. Tape mon nom sur Google, première page. Et là, je me suis rendu compte, il y a une semaine, qu'il avait même mis sur mon Wikipédia. Il avait mis sur Wikipédia l'article. Donc n'importe qui lisait ma blog sur Wikipédia, disait tomber sur ça. Dingue. J'ai des gens qui me l'envoient de tous les sens. J'ai dit, attends, j'ai rien fait. Déjà, j'étais juste en conseil, donc c'est pas ma boîte. Et c'était clair en plus dans le truc. Jamais dit à quelqu'un d'investir, etc. Et je me prends des trucs. C'était une épreuve, grosse épreuve. Mais donc même ça, en faisant tout pour réussir, pour essayer de ne pas... c'est dur. Donc imaginez si vous êtes... passé les choses à l'as. Ah, je vais travailler dans cette boîte. Mais regarde, c'est une boîte qui fait des trucs illégaux, mais moi je vais travailler dans le département qui fait des trucs illégaux. Je vais être développeur. D'accord? Je vais pas être vendeur. Ah non, ça marche pas. On va voir un rave. Moi j'avais été voir avec il y avait une personne, quand on vous a appelé, il y avait Golan Télécom s'est lancé. Donc Michael Golan, c'est l'ancien Michael Golan, l'ancien président de Free. En fait, on était très proches.
Et Michael m'appelle, me dit regarde Jérémy, je veux recruter un mec et son rab ne veut pas lui donner l'autorisation de venir travailler chez moi parce qu'on travaille Shabbat. Et tous les opérateurs télécoms travaillent Shabbat. Support client Shabbat, faut savoir. Et alors je dis bon regarde, je peux retourner voir le rab. C'est qui le rab? Rab Greenman. Greenman c'est un d'Olim, c'est le neveu du Khazoni, je sais pas. C'est pas un rab quoi, c'est pas le petit rab de quartier, c'est un gars d'homme. Bon, j'ai dit, ok, je veux bien aller avec lui voir le rab. Et toi, tu es prêt à ce que, par exemple, recruter le Shabbat que des... Parce que c'est la loi qui les oblige à travailler Shabbat. De recruter que des non-juifs, des druzes, etc. Il me fait, oh, tu me saoules, Jérémy, un truc, voilà. Bon, ok, d'accord, allez, hop, ok. C'est pas grave, oui, les druzes, on prendra des druzes. Je vais voir, on va voir un Greenman. Il me répond simplement. Il me dit, si tu travailles dans une société qui n'est pas Shomer Shabbat, tu peux être à la maison et être Shomer Shabbat, tu n'es pas Shomer Shabbat. Tu n'es pas Shomer Shabbat. Quelqu'un qui travaille dans une société pas Shomer Shabbat n'est pas Shomer Shabbat. C'est la réponse qu'il m'a dit. D'accord? Donc imaginez, si tu travailles dans une société de voleurs, si tu es un voleur. Voilà, en vrai, j'extrapole un peu, et il faut poser la question arabe. Mais c'est clair qu'on a ce problème. Donc la droiture, l'honnêteté, c'est un cours, j'avais donné ici un cours il y a l'année dernière, je crois. Sur justement Torah et business, comment être juif en fait et être honnête, c'est toute la vie d'un juif, c'est d'être honnête. C'est ça en fait le vrai truc. C'est là où tu prouves ta émouna aussi. Si tu vas, tu dis Hachem, tu m'as donné 100, bon, j'en veux plus. Mais si tu as émouna, tu dis moi je fais mon boulot, de toute façon Hachem on verra ce qu'il fait. Question? Aucune question des dames, mademoiselle? C'est clair? Alors, toutes les entreprises auxquelles tu as réussi, il n'y a pas de sustainabilité. Il n'y a pas quoi? Parce qu'elles ne sont pas chaudes à la Shabbat. Ah, c'est une bonne question. Comment j'ai fait pour investir dans chaque? Alors, plusieurs trucs. J'ai jamais investi dans une société en direct qui n'est pas Shomer Shabbat. D'accord? Ou quand j'ai cofondé une entreprise, j'avais un contrat avec un non-juif où il prenait la responsabilité de Shabbat. D'accord? Il y a des moyens en fait d'être associé dans une entreprise qui n'est pas Shomer Shabbat. Si c'est un non-juif qui s'occupe de Shabbat. Si c'est un juif qui travaille Shabbat, c'est pas. Donc il y a des méthodes. Donc, tout ça. Au Hachem, les rabbinim sont excellents, il y a un rabbinim excellent. Donc il y a des moyens. Et la plupart de mes investissements, je les ai faits via Xavier Niel. C'était son argent, c'était lui directement. Donc ça a enlevé beaucoup de problèmes. J'ai pu investir dans une société où il y avait du ribi, par exemple. Il n'y a pas que le Shabbat, le problème. Le problème de l'intérêt, le taux d'intérêt. Par exemple, ça c'est un gros sujet. Il faut savoir que le ribit, c'est le seul sujet dans la Gemara. On dit que celui qui ne respecte pas l'interdit d'intérêt ne se lèvera pas à la résurrection des morts. Quelqu'un n'est pas sur un Shabbat, il se lèvera, a priori. Mais celui qui ne respecte pas l'interdiction d'intérêt ne se lève pas à la résurrection des morts. Donc on vient attendre Mashiach, oui, on va revoir un grand papy, etc. On va revivre dans je ne sais pas combien de temps. Hein? Non, si tu fais du rébit, si tu prêtes ou empruntes un intérêt, tu as ce problème-là. Ça, c'est un gros problème. Et je vous dis par exemple, on va lancer une campagne dans quelques semaines où on va parler, par exemple, si vous êtes salarié et que vous avez, en général, vous avez ce qu'on appelle des caisses de retraite, des coupas de guillemets, coupas dessus, etc. Si vous n'avez pas pris un massoul kasher, cela veut dire que vous enfreignez les règles de rébit. Ça fait quoi? En fait, votre argent de la caisse de votre retraite, en Israël, on le place dans des entreprises. Si ces entreprises, on les place, on leur demande des intérêts, et que ce n'est pas fait de manière cachère, donc vous avez des intérêts, vous touchez. À la banque, c'est pareil, épargne, prêt. Ça dépend. À la banque, non. Pareil, à la banque, aujourd'hui, on a le droit de prendre une mashkenta à la banque pour s'acheter une maison. D'accord? J'ai le droit de me prendre une maison avec intérêt. Parce qu'en fait, la banque a à l'intérieur ce qu'on appelle un contrat de Heter Iska, un contrat, qui fait qu'en fait, tout l'argent qu'elle te donne, ce n'est pas juste un prêt, c'est comme si elle participait à l'investissement pour acheter cette maison qui va monter de prix. D'accord? Maintenant, si tu achètes une voiture, tu n'as pas le droit de prendre un crédit. Si ce n'est pas pour être taxi ou travailler réellement. C'est-à-dire que la voiture soit indispensable. En fait, c'est un luxe et ils ne peuvent pas être associés avec toi dans un luxe. Non, c'est pas un luxe, c'est qu'une voiture, ça descend de prix. C'est pas un investissement. Ouais, ça veut dire que c'est pas un investissement, c'est un luxe, c'est pas quelque chose que pour le travail. C'est pas par rapport à un luxe. Non, c'est pas par rapport à un luxe, c'est parce que ça baisse de prix. Si
Si la banque me prête de l'argent pour acheter une maison, elle m'aide à gagner de l'argent. Donc moi, je peux lui donner une partie de ce que je vais gagner. Mais si elle m'aide à acheter une voiture à 100 000 shekels, et que la voiture elle vaut 50 000 après, elle m'a aidé à rien, elle m'a aidé à perdre 50 000 shekels. Donc pour acheter un appartement dans le Sadem, c'est bon. En France, il n'y a pas de problème puisqu'on peut emprunter avec intérêt à des non-juifs. D'accord. Mais tout ça, ça fait partie des lois. Si on les apprend pas, Ça marche que la plus-value alors. Comment ça? Il n'y a pas d'émission à partir du moment où il y a une plus-value, s'il n'y a pas de plus-value. Non, il y a d'autres possibilités aussi. Il faut rentrer dans le détail. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu. Ici. Ouais. Si c'est une famille par exemple qui est en difficulté, qui a besoin de prendre un prêt, C'est le pire, ça. Il y a un vrai problème de prendre un prêt interne. C'est quasiment impossible. donc comment une famille qui... Alors, à retrouver, il y a des gmachim, c'est pour ça qu'il y a des gmachim. Il y a des caisses dans tout le Abnebra, etc. Il y a des caisses de prêt et qui prêtent de l'argent aux familles en difficulté. Donc, il y a des centaines de millions, voire milliards à l'intérieur de ces caisses. C'est très opaque, mais il y a des moyens d'avoir des prêts gratuits à taux zéro. Mais normalement, c'est interdit. Il faut parler après avec un rave. Si la personne travaille, par exemple, et que le fait de prendre ce prêt, ça lui permet de ne pas perdre son travail, donc il y a des autorisations aussi. Donc pareil, il faut présenter le cas arabe, mais c'est vraiment un vrai problème. C'est-à-dire que vraiment, il faut se dire qu'on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, on dit, bah oui, mais tout le monde le fait. Un jour, j'étais même à la banque. Un très bon ami d'enfance, et l'un des patrons, Mashkenta, d'une banque. D'accord. Et il a la kippa, je marche, tout ça. Et je lui dis, hey, comment tu fais avec le Revit? Il expose le Revit, c'est fini, ça, il n'y a plus de problème. Il ne savait même pas qu'il y avait ce système de l'Etariska, il ne savait même pas comment ça fonctionnait. Et je lui dis, mais t'as pas de l'Etariska? Il me dit, attends, j'appelle la rabbinite. Il y avait une femme religieuse qui travaillait à la banque à Tel Aviv. Elle vient, elle fait, mais bien sûr qu'on a l'Etariska, elle m'amène, elle a le papier, elle m'explique, etc. Mais lui-même, il ne savait même pas. Et c'est très très grave qu'il ne le sache pas, lui, parce que même s'il y a un Etariska et qu'on ne sait pas, alors on participe à ça, c'est un vrai problème. Donc le Revit, c'est un vrai problème. Si vous prenez avec vos cartes de crédit, vous allez acheter quelque chose en 12 tachlumim et que le prix est plus élevé, vous avez aussi un problème potentiel. D'accord? Des fois oui, des fois non. Donc il faut toujours avoir sur son téléphone le numéro d'un rave. Et regardez, je veux faire ci, je veux faire ça, comment je vais faire? Et il faut poser la question d'ailleurs avant même de rentrer dans le magasin. Parce que certaines fois, par exemple, vous allez rentrer dans le magasin, si vous dites tout de suite, regardez, je paye en 12 fois, vous faites quel prix? Il vous dit 5000 shekels. Et si vous lui avez dit, regardez, ça coûte combien? 4500. Et si je paye en 12 fois 5000, là, c'est foutu. D'accord? Ça veut dire qu'il vous montre clairement qu'il vous fait payer 500 shekels d'intérêt. Et ça, c'est interdit. On peut demander au client comment il paye avant de... Il faut demander, non, c'est vrai qu'il faut demander comment il paye avant, ça c'est le vendeur, mais nous, maintenant, en tant qu'acheteur, par exemple, c'est vrai, il y a des... Non, parce que si... Non, sinon il y a une autre solution. Si tu le payes quand t'encaisses, et que la personne elle paye en plusieurs fois, si tu le payes, alors que... Regarde, tu as une autre possibilité. Si tu es toi le patron ou tu travailles dans une société, que cette société-là, ce qu'on appelle le fameux Etariska, et en fait on peut trouver une possibilité à ce que ce Revit soit permis. Tu sais, Par rapport à la banque. Non, même par rapport à la société. La société même. Elle-même qui prête par exemple, qui permet de payer en 3 fois avec intérêt. C'est un gros sujet, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un sujet, j'ai étudié pendant 3 ans ce sujet-là, et j'ai pas fini. Enfin là je ne dis pas ça, mais en tout cas, je reprends en permanence. Mais en tout cas, voilà, on doit poser des questions à Rav quasiment. Il faut savoir, moi, on a avec Rabbi Abraham, on a la chance d'habiter à côté, et on a un Rav, vous êtes chez nous, qui a 40 et quelques années, qui s'appelle Rav Amram Fried, qui est aujourd'hui l'un des gaonim de la génération. C'est-à-dire qu'il sait répondre à tout, sur tout, sur tout. Toutes les questions, toutes les questions de là, il y répond à une vitesse incroyable. Donc il est là, il a en permanence autour de lui 3-4 personnes, des jeunes, d'accord, ou moins jeunes, des fois c'est moi, et on répond au téléphone des gens posent des questions, on lui demande, et on répond après aux gens. Et par exemple, c'est quelqu'un comme ça, il va vous répondre à tout. Et une fois, d'ailleurs, on a été, enfin je sais pas, c'est pas moi qui ai été, quelqu'un a été, je sais pas si, non, pas avant qui m'a raconté, je sais plus qui m'avait raconté ça. Et un jour, c'était la patronne, enfin le patron d'Israkard qui était en train d'appeler en demandant une question à un fric. Ouais. Alors, il faut savoir que
Et ça, c'est comme ça. On doit toujours avoir la question d'arabe pour avoir des sujets d'halakha. La halakha, en fait, on a l'impression que c'est facile, que tout est simple. Ok, j'allume mes bougies Shabbat, j'allume pas mon feu, etc. Mais on se rend pas compte que si j'enlève un os de poulet de mon couscous Shabbat, j'enfreins autant que si j'avais allumé un feu de camp. D'accord. Donc, il faut connaître la halakha. On dit, là, le Chafetz Chaim, quand il écrit dans Mishnah Berurah en introduction, il dit que celui qui n'étudie pas la halachot Shabbat, c'est sûr qu'il enfreint Shabbat. Il n'y a aucun doute qu'il enfreint Shabbat. D'accord, il ne le sait pas, donc c'est moins grave, mais il enfreint, donc il faut apprendre. D'autres choses? Ouais. Le vendredi soir, on va tout le temps à la synagogue. Et en fait, le samedi, on a quand même un petit problème avec la porte. Et des fois, il n'y a pas l'ascenseur de Shabbat. Et si, des fois, si, quand la porte elle est coincée. La porte de quoi? De l'ascenseur? Non, de la porte pour les escaliers. Donc, si il n'y a pas l'ascenseur de Shabbat, on ne peut pas prendre l'ascenseur. Tu pries chez toi. Mais il faut que tu règles ce problème. Ouais, mais ouais, tu pries chez toi. Il n'y a pas, justement, tu as posé. Ça, c'est le genre de question, c'est une très bonne question. Tu vois, tu as ce problème-là. N'attends pas que je vienne quand tu poses la question. Tu poses la question, tu appelles un rat, tu dis qu'est-ce que je fais? Oui, il va peut-être dire tu prends une corde, tu passes par la fenêtre. T'habites à quel étage? Bon, deuxième, bon, ça va, le plus autre. Mais il y a plein de choses comme ça. C'était une grande question à l'époque de nos parents. Il y avait des gens qui allaient à la synagogue en voiture. Et ils disaient bon, bah, j'ai pas le choix, sinon je viens pas à la synagogue. Je fais, bah, très bien, ne viens pas à la synagogue. Il n'y a aucun problème, tu pries chez toi. Alors, il y a un problème, c'est sûr qu'il vaut mieux que tu t'approches d'une synagogue, habite à côté d'une synagogue et tout. Non, il n'y a pas de problème, tu pries chez toi. Donc, voilà, il faut prendre cette habitude-là, en fait, de poser des questions. Moi, j'ai fait prendre cette habitude à mes enfants. Donc, il faut voir mes enfants qui appellent le Rav en disant « Regardez, j'ai pris le bus, il m'a dit de ne pas payer parce qu'il y a un problème dans la machine. Est-ce que je dois payer 2 fois la prochaine fois ou alors j'ai pris un taxi et il m'a rendu trop d'argent, je ne peux pas le retrouver. Qu'est-ce que je fais ?» Il y a plein de trucs comme ça. Alors là, j'ai une question, ma fille m'a posé la question, elle n'a pas voulu appeler. Elle m'a dit « Regarde, s'il y a un singe qui rentre à la maison et qui cuit une omelette Shabbat, est-ce qu'on peut le manger ?» C'est une super question, j'ai pas la réponse. T'as la question, la réponse à moi? Il y a un singe qui cuit une omelette Shabbat, est-ce qu'on a le droit de manger l'omelette? C'est pas pire qu'un goy qui cuit une omelette. Non, c'est pire. Non, c'est pas pareil. C'est sûr que tu peux la manger. Ah, c'est sûr que tu peux la manger. Avi Abraham a tranché. Mais bon, en tout cas, voilà, j'avais pas la réponse. Mais voilà, on peut se poser aussi des questions avant même de les avoir. Ça, c'est sympa, c'est des jeux. Il y a des livres, il y a un livre qui s'appelle Achat Sha'alti, qui est sorti aux éditions Torah Vox, par exemple, qui vous prennent des cas et qui parlent des cas un peu spéciaux et qui demandent de réfléchir. Et en fait, certaines fois, on peut réfléchir. Au final, il faut se rendre compte que dans la halakha, c'est pas juste avec la tête. Il y a aussi des sources de la Torah et des choses qui font que les résultats ne sont pas toujours les bons. Voilà. Jérémy, on peut faire une petite pause pizza? Allez-y, moi je mange pas, ça va. Tu manges pas? Non, ça va. Elle est moutie ou c'est tout le monde? Alors les pizzas c'est moti, ouais. Vous avez une petite latte là-bas. Je sais pas, je suis payé assez super avec la porte. Non, mais si tu la casses, c'est pire. Non, Tu peux pas la casser. Hein. Non, il y a comme une espèce de petite brosse. Et du coup, en fait, c'est ça qui la bloque. C'est un défaut. Ouais, je crois. Bah, tu prends des économies, tu te fais peine à serrurier et tu n'y arrives pas. Non, je pense que je vais demander au VAD de faire un truc. Ouais, non, ou alors, ouais. Quand je demande au VAD, j'entends pas le VAD. Manger de la viande. On regarde les shawarma. C'est pas ça. Un baby de bouche. Du quoi? Un baby. D'accord. Des villas, un peu bouché, des endroits, c'est bien. Bon, c'est bien d'avoir un petit conseil. C'est super. Il y a... Ah, là, tu dois voir par rapport à...
si vous investissez en bourse. T'as pas besoin. Toi, t'as Non, mais c'est vrai que t'acheter, ce serait simple, c'est ça. C'est les hôtels, ils ont pas. Donc, non, fais attention pareil à la fais attention à Shabbat. Fais attention quand les gens comme le Shabbat viennent, les gars comme ça, le frigo par exemple, s'ils partent avant le Shabbat. Mais moi je mets à disposition, il peut partir plus tard, il n'y a pas de problème. Ouais, mais ici il part quand même. J'ai dit ce temps-là, il ne faut pas Shabbat. Ouais, mais si t'as pas Shabbat, c'est pas. T'as un problème. Ah ouais, l'idéal. Les villages sont. En gros, on te les a donnés en relation. C'est fait ensemble que les gens n'ont pas Shabbat. Non, ça veut dire quoi? Tu enlèves les lumières des. Ça oui, tout est prêt. Tu fais en sorte qu'il n'y ait pas un spot qui s'allume quand tu rentres. Tout est prêt pour ça. Tout est prêt. J'aurais posé la question tout à l'heure. C'est pour tout le monde de écouter ça. Ouais, c'est bon. Tiens. Mais c'est tout pour que ça soit. Pose des questions de but. Voilà. Et j'ai encore une petite question, parce que je dois partir avec ça. Est-ce que c'est permis de demander, par exemple, pas en concurrence, mais à quelqu'un qui. J'ai besoin de prestations, je sais que je peux avoir moins cher ailleurs. Est-ce que, en sachant que de toute façon je ne travaillerai pas pour lui, on travaillera pas ensemble, je veux quand même savoir, est-ce que le temps que j'ai pris dans cette question, c'est. Si tu sais vraiment que tu n'as pas travaillé avec l'autre, non, tu peux pas. Je peux pas. Non, c'est une date. Non, tu peux pas. Mais bon, laisse ouvert. S'il te fait moitié prix de l'autre, tu ne vas pas quand même travailler avec lui. Non, mais je sais très bien que si je peux chercher moi faire mes montres tout seul, et voilà, c'est que je cherche des. Non, regarde, si tu as de moins de petites chances que oui, tu peux. Mais si tu n'as aucune chance, non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de lui faire croire que tu vas bosser avec lui. Ah, ça c'est comme dans un magasin, tu n'as pas le droit d'entrer dans un magasin si tu ne comptes pas acheter. Si tu es sûr de ne pas acheter, mais sûr. Ah, on a le droit. Pardon? Pourquoi t'achètes jamais? C'est le kiff d'aller boire de. Je sais pas. Mais ça t'arrive d'acheter. Juste boire. Oui. Bah non, ça n'a pas de problème. Non, tu sais que tu vas pas acheter, d'accord? Par exemple, tu t'es acheté 10 pantalons et tu comptes vraiment pas t'acheter les pantalons. Tiens, je vais voir dans ce magasin. Je vais voir dans ce magasin pour voir si j'ai acheté au bon prix ou un truc comme ça. Ça, je peux pas faire. On peut demander. Pardon? On peut dire. Tu peux dire, ouais, c'est vrai que tu peux dire à l'avant, regardez, est-ce que je peux rentrer mais je compte pas acheter? On a l'air bête des fois. On peut faire. Non, mais on fait. Quand ma femme le fait de temps en temps. Je voudrais revenir sur un truc. Quand je disais tout à l'heure que tu étais devant les milliardaires, tu es seul avec ton frère. J'ai un ami qui me parlait d'une chose qui a rentré une startup. Il me dit, mais moi j'ai pas envie de créer justement j'ai pas envie que le siège soit israélien, de peur que si ça demain explose, le fait de. Enfin, tu comprends, avec les discriminations, etc., d'être juif ou d'être la startup comme t'as dit, tout le monde le sait. Aujourd'hui, tu as une boîte israélienne, tu vaux bien plus qu'une boîte française. Mais si, aucun problème. Sauf si tu vises l'Égypte ou. Et encore. Au contraire, une boîte israélienne, c'est une fierté aujourd'hui. Ah, t'as Wix par exemple. Wix, c'est une boîte israélienne, ils sont bons, bien sûr. Ah, je vais vous raconter l'histoire de Wix. Vous avez déjà entendu l'histoire de Wix, vous avez jamais entendu? Wix, vous connaissez pas Wix? Wix, c'est une boîte, c'est un service. Voilà, Wix, c'est pas moi. Ça permet de faire des sites internet sans savoir développer. Ok? Alors je vous raconte l'histoire. C'est une belle histoire ça. Un jour, donc j'avais une de mes boîtes et mon investisseur était un non-juif luxembourgeois du Luxembourg. Lui, c'était le premier investisseur de Skype, d'accord? Donc quelqu'un qui avait déjà fait une bonne sortie, voilà. Et un jour, il vient en Israël me voir, à Nana, on fait une réunion, et à la sortie de la réunion, il fait « Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Jérusalem. » Moi, je lui fais « Bon, bah, viens, on y va. » Quoi, on peut aller à Jérusalem maintenant? Il dit « Bah ouais, c'est 1 heure de voiture, on prend la voiture en bas, on y va. » Ah ouais, super et tout. On prend la voiture, sur la route on discute et tout.
j'arrive là-bas à Véru, et j'arrive au Kotel, et enfin on arrive au Kotel, et je lui dis regarde, donc lui il n'est pas juif, hein, il est chrétien. Je lui dis regarde, ce qu'on peut faire, c'est là ce qui m'arrangerait c'est de prier maintenant. Donc regarde, je vais prier là au Kotel, mais sache une chose, tu peux prier toi aussi. Donc viens prier. Donc on arrive au Kotel, il se met sur le petit kippa, etc. Il arrive, je lui dis, il met la main sur le mur et moi je fais minage. Je le regarde et vraiment je le vois, il prie quoi. Et en ressortant, je lui fais t'as prié pourquoi? Il dit bah j'ai prié que je trouve de bons investissements. Alors c'est son job, pourquoi pas? Je fais ok. On part, on fait un petit tour de la ville et tout. Et on reprend la voiture au retour. Et il reçoit un appel de son associé qui était en Espagne et qui venait de rencontrer un Israélien qui avait investi dans une société, une start-up et il voulait vendre ses parts. Il voulait vendre 3% de cette société. Et donc il demande à mon ami, à l'investisseur qui était assis à côté de moi, il lui dit voilà, est-ce que tu peux rencontrer les fondateurs de la société en Israël ce soir? Vous entendez? Ouais. Est-ce que tu veux les rencontrer ce soir? Alors il y a lui, il s'appelle Marc. Il me dit Jérémy, tu veux qu'on soit ensemble ce soir? Je fais non, tu peux y aller. Il va, il dit bon ok, rendez-vous ce soir au lobby de l'hôtel Daniel RCA. D'accord. Donc ils se rencontrent là-bas et ils décident d'acheter les 3% de cette société. Il achète les 3% de cette société. Un peu après, il achète encore. Il y a des problèmes avec les investisseurs et il investit 10 millions de dollars pour 20% de cette société, un peu plus de 20%. Cette société s'appelle Wix, c'est Wix. Elle vaut aujourd'hui 7 milliards de dollars. Il a encore 20% de la boîte. C'est-à-dire que ces 10 millions de dollars sont devenus 1,4 milliard. D'accord. Donc ça s'est passé devant mes yeux, d'accord? Et Wix, en fait, c'est la plus grosse société Internet grand public israélienne. En fait, il y a beaucoup de boîtes d'entreprises, etc., qui vendent des trucs un peu complexes, mais toutes les boîtes israéliennes, en général, elles ne font pas des choses grand public. Et Wix, ils ont fait un truc grand public, chose d'énorme, et ils ont laissé leurs locaux en Israël. Si vous allez au Namal Tel Aviv, tous les bureaux qui sont autour, c'est Wix. Et ils viennent de fêter leur 3 millième employé. D'accord? Donc c'était une boîte, il devait être une dizaine quand ça s'est passé cette histoire. Et un jour, il y a un journaliste israélien, il demande à Marc, il lui dit mais comment t'as fait pour trouver Wix? Tous les investisseurs israéliens, ils cherchent une boîte comme ça, comment t'as fait? Il fait bah moi j'ai compris comment ça marche. Le jour où j'ai découvert Wix, j'étais avec mon ami Jérémy au Kotel, au mur d'alimentation, et j'ai prié. Il a dit je pense qu'en Israël c'est comme ça que ça marche. Vous imaginez? Donc ça s'est passé devant mes yeux. Et il y a plus que ça. Un jour je raconte cette histoire, et on me dit mais regarde, Shlomo Ameler, quand il décide de construire le Beth Amikdash, il demande en particulier à Hachem d'écouter les prières des non-juifs. Tu vas écouter les prières des non-juifs pour redorer ton nom, il faudra le trouver dans le texte. C'est-à-dire qu'en fait, Shlomo Ameler il dit le peuple juif va te servir ici et tu vas écouter leurs prières, etc. Mais il dit particulièrement tu vas écouter les prières des non-juifs. Et donc cette histoire-là, j'ai vu de mes yeux un non-juif qui prie au Kotel, qui cherchait un bon investissement, il a trouvé le plus grand investissement. Il a gagné, donc il gagne 20% de ça, donc il a gagné 300 millions de dollars, rien qu'avec cette prière au côté. Ah, donc en fait pareil, nous des fois on ne se rend pas compte, il y a des gens qui prient en disant bon je prie parce qu'on m'a demandé de prier. Mais en fait on dit mais on ne se rend pas compte que la prière, elle est transformante. C'est-à-dire qu'il faut se dire que quand je prie, ça marche. Est-ce que ça marche maintenant, ça marchera plus tard? Est-ce que tu pries pour une personne malade? Peut-être c'est pas elle qui va guérir exactement, peut-être tu es en train de sauver d'autres personnes. Mais sache que ça marche, ne prends pas ça à la légère. C'est pas juste parce qu'on t'a demandé de prier. Oui aussi, on t'a demandé de prier 3 fois par jour, etc. Mais tu vas te rendre compte que la prière c'est fort. Et là pareil, voilà, je l'ai vu, et j'ai vu plein de fois des choses comme ça, où les gens ont prié pour des choses et il est passé des choses complètement mal. Voilà. D'autres choses? Au cas où. C'est quoi Nathania ou c'est... Pour l'instant c'est Nathania. Bonne soirée Jérusalem. Amen, amen. Maintenant alors, tu es collé au collège, Déo? Non, regarde. Je suis toujours actionnaire de centaines de boîtes.
Donc il y avait de temps en temps des questions. On a notre école à Tel Aviv, j'ai monté une école de développement. Tel Aviv, développeur. Tu as fait l'école? Je suis en train de faire quelque chose là-bas. Ah, t'es en train de dire là-bas, très bien. Développeur institut. Donc moi je gère les incendies en fait. Quand il y a un problème, c'est moi qui m'en appelle. Developers Institute. C'est une école de développeurs pour être développeur en formation de 3 à 4 mois. Il y a plusieurs formules. Et on a déjà eu des centaines d'élèves qui sont passés par là, Tel Aviv. Là, on va déménager, on cherche des nouveaux locaux, ça va sans doute être plus du côté de Ramat Gan bientôt. Il y a quoi d'autre? Je suis conseil d'une boîte dans le monde du déménagement. Ça a l'air tout bizarre. Et en fait, une boîte qui est un des leaders du déménagement en France. Et donc, je conseille les patrons à ne pas être une vieille boîte de déménagement, mais être quelque chose de gros. Et bon, prochain, ça se passe très très bien. Et d'ailleurs, ils cherchent 2 commerciaux. Si ça vous intéresse à Ramat Gan, si vous parlez bien français, non, hébreu, c'est en hébreu, vous parlez très 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 bien hébreu. Ça vous intéresse, voilà. Il y a 2 jobs. Et en fait, je passe beaucoup de temps, je reçois beaucoup de mails de gens qui me demandent des conseils ou qui me demandent des conseils. En général, les conseils business, en général, je les mets assez de côté, ou alors je réponds très très vite, mais c'est plutôt des conseils en Torah, j'ai besoin d'aide pour devenir chômeur Shabbat. Par exemple, un exemple qu'il y a eu il y a quelques mois, il y a une femme qui m'a contacté en me disant « Je n'arrive pas à être chômeur Shabbat. Pourquoi? Parce que je suis amoureuse d'un garçon, et j'adore poster des choses sur Instagram ou Twitter, et en fait, j'attends en permanence qu'il like ce que j'écris. Et je n'arrive pas à éviter ça. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone devant moi, je veux savoir s'il a liké ce que j'écris. Bon, la pauvre, ça fait longtemps que je suis en train de dire, elle vit dans un rêve total. Mais c'était ça qui m'a empêché. Donc en fait, on a réussi, on a fait en sorte à ce qu'elle éteigne son téléphone Shabbat, qu'elle le donne à la voisine. Donc elle a une voisine qui est l'associée du Shabbat, etc. Oh, on a essayé d'avancer sur trouver des trucs, mais ça a été très très dur, et bon, au prochain maintenant ça va. Mais on a des fois des histoires comme ça, c'est dingue. Là aujourd'hui, ce matin, j'étais avec une femme de Beth Shemesh qui cherche à enlever WhatsApp. Moi je suis un très anti-smartphone. C'est pas que je suis anti-smartphone, c'est que tous les gens de la Silicon Valley sont anti-réseaux sociaux aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte qu'on a construit quelque chose qui est incontrôlable. Et que WhatsApp, en fait, c'est quelque chose qui nous dérange tout le temps, qui nous fait passer une tonne de bêtises. D'accord ? Je parlais avec Rab Ben Chetri de ça, enfin, c'est lui qui m'en a parlé, en me disant qu'en fait, il est en permanence contacté par des gens qui ont vu des vidéos de rabbins, de pseudo-rabbins sur WhatsApp, qui circulent, etc., et qui racontent n'importe quoi. Là, il y en a une, là, il m'a dit, j'ai entendu, il y a une femme d'Avrer qui m'a contacté parce qu'elle a vu une vidéo qui disait qu'on n'avait plus le niveau maintenant pour prier Dieu en direct et qu'il fallait prier Rabbeinu Nachman Mibreslev. Ah, ce qui est une stupidité, mais dingue, hein. Non, mais c'est une femme d'Avrer qui pose la question quand même. Hein? Mais voilà, ouais. Pardon? C'est un mouvement. Non, mais c'est des mouvements, mais en fait, c'est un gros balagan. Il y a un gros balagan. Chacun se définit comme un rabbin, chacun dit n'importe quoi, etc. Non, on s'envoie les gens comme si, etc. Bon, c'est très... Donc moi, voilà, moi je suis quelqu'un qui suis... voilà, j'ai mon téléphone comme ça. Voilà, c'est SMS, c'est tout pourri. Voilà, il est éteint quasiment tout le temps. Par mail? Ma mail, ouais, j'ai un MacBook. J'ai un iPad Pro aussi. Et il n'y a pas de connexion à la maison. Voilà. Pardon? Je vais te demander ça parce que ça c'est la... Ah ouais, non, il n'y a pas de connexion à la maison, il n'y a pas de Wi-Fi à la maison. Le Wi-Fi est dans mon bureau qui est collé. Alors bon, si tu te mets collé au mur, tu le prends. Mais voilà, en fait, il n'y a pas. C'est que les enfants ils lisent des livres. On n'a rien à faire en fait. C'est pas le sujet. C'est sûr que ça les attire. Ils voient. Moi j'ai mon fils de 11 ans, il est là en train d'imiter comme ça, en train de faire ça tout le temps. Bon, c'est sûr qu'il y a un Yetzirah fou, il y a beaucoup de jeunes qui sont tombés de très très haut, des Bachor et Yeshivot qui étaient des Ilouim, les meilleurs étudiants qui sont tombés. Bon, c'est ça Hachem. Mais en tout cas, voilà, les smartphones, c'est un sujet, je crois, mon cours il dure 1h30 là-dessus, pour expliquer à quel point en fait tout ce qui a été fait dans les smartphones, c'est fait pour nous bouffer notre temps. Pour nous bouffer notre temps et pas pour nous rendre service. À part Waze,
pour ça que dans ma voiture, j'ai NetoWaze. C'est un smartphone, il n'y a que Waze et Pango. Et encore Pango, je le fais par téléphone. Étoile 4500, on appelle, ça marche. Vous pourrez dire. Là, je suis en train de travailler avec il y a un garçon qui s'appelle Youssef Rahim El Grabli, qui est un avraire, qui est développeur. Il a développé plein de choses pour ne plus avoir besoin de smartphone. Genre relever ses mails au téléphone. Il m'a dit il y a Waze au téléphone, il m'a dit ça ce matin. D'autres trucs. Waze au téléphone. Ah ouais, Waze au téléphone. Bah, je sais pas comment il sait où tu es, mais peut-être il te dit comment tu vas et différents d'autres. Je sais pas. Parce que je lui ai demandé de m'envoyer la liste des numéros. Ça vous intéresse, je vais le voir dans mes mails demain. Mais en fait, ça prend trop de temps. Trop de balagan. On pense à n'importe quoi. Les gens, il y a des effets de meute sur plein de choses. Moi, je fais partie de la VADA, du conseil d'éthique de TorahBox. Donc on a tous les jours, on a 2-3 grosses questions. Et vous avez dû suivre le balagan qu'il y a eu il y a quelques semaines avec les libéraux et les trucs comme ça, etc. En fait, ce balagan, ça s'appelle un effet de meute. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quelques râleurs. Et après, il y a eu tout le monde qui a suivi comme des moutons, en fait, qui a suivi un mouvement de masse. Et ça, c'est super dangereux. Donc moi je suis un des trucs, on me disait qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Moi, quand je voyais tout le monde aller par là, j'allais par là. En gros, ça a été toujours ça le truc. Donc la masse, c'est pas ça, c'est pas là au truc. Et Abraham Avinu, c'est ça. C'est ça le secret d'Abraham. Il avait le monde entier idolâtre, il était seul à côté, il faisait des choses. Donc en fait, il faut... Les gens disent, oui, moi je vais être moins connecté avec le monde, je vais moins être au courant et tout. Lui, franchement, ils me disent ça, moi ça fait 6 ans que je n'ai pas utilisé WhatsApp, 5 ans. Facebook, ça fait 8 ans, et franchement, je me sens pas déconnecté du monde du tout. Je me sens déconnecté de la bêtise ambiance, mais sinon, le reste, non. Voilà, au contraire. Mais t'es plus à jour sur ce qui se fait aussi. Pardon? T'es plus à jour sur ce qui se fait. Est-ce que tu es à jour de tout ce qui se fait en étant sur Non, mais je suis plus à jour de ce qui se fait. Ah ouais? Bah oui. Si tu parles Bien, je vais te poser une question. à un investisseur, tu parles à une entreprise. Il n'y a pas de fin, à l'information. Non, moi je lis par exemple, j'ai un site qui s'appelle TechMem, donc dans la high-tech. TechMem, c'est tous les gros titres de la high-tech de la journée. D'accord? Tu le vois 2 fois par jour, même 1 fois par jour, même 1 fois par semaine. Tu as tous les titres, tous les articles les plus importants, tu sais ce qui s'est passé. C'est tout. Tu es au courant. Après, tu n'es pas au courant qu'il y a une petite start-up qui s'est montée dans le tel secteur. Oh, ok, tu le sauras quand tu vas devoir t'en occuper. Moi, quand j'étais investisseur, j'étais au courant de plein de trucs parce que je parlais à quelqu'un qui me parlait de l'autre. J'avais pas besoin de voir la masse qui se passait. Et surtout qu'en fait, nous, quand on était investisseur, moi j'étais investisseur en seed, c'est-à-dire au tout début. Si c'était déjà connu, c'était déjà gros, c'était trop tard pour moi. Il fallait que j'investisse avant que ça démarre. Dans le fond. Pardon, ouais, c'était la première et c'était même avant que le produit soit lancé. Ou à peine lancé. Donc, ouais. Non, mais on est complètement connecté au monde, il n'y a aucun problème. Voilà, je conseille les ministres, je conseille les trucs. Il n'y a pas... Sans lire les journaux, sans avoir besoin. Les journaux, c'est 90% des journaux, c'est faux. Tout ce qui est écrit. Tout est du pipeau. C'est soit du business, soit les trucs qui ont été achetés, soit c'est le journaliste, il parle d'un sujet qu'il ne connaît absolument pas. C'est faux. Vous allez lire des trucs, vous allez lire des articles, vous n'avez pas suffi de temps, ça a l'air intéressant et tout, et vous ne savez pas qu'en fait ce contenu il est payé. Vous allez par exemple sur internet, vous comparez 2 produits, vous dites je veux acheter telle ou telle voiture, vous mettez Citroën, Picasso contre je sais pas quoi, Peugeot, je sais pas quoi, vous allez arriver sur un truc qui va comparer, il y a de très très fortes chances que ce soit un truc. Alors les voitures, le constructeur de voitures, je pense pas qu'il paye, je ne pense pas, mais je suis pas sûr. Mais dans plein de sujets, les services bancaires, n'importe quoi, les logiciels, etc., vous mettez le comparatif, les comparatifs sont faux. C'est qu'en fait, on fait genre, il y a eu, on met une note 4,7 ce produit, 3,2 l'autre. Alors qu'en fait, c'est du pipeau, c'est toi qui as choisi combien tu mets à ton concurrent. Et c'est rempli, il y a une boîte qui s'appelle Natural Intelligence, Natural Intelligence, basée à Tel Aviv. C'est ça, Natural Intelligence. En fait, elle détient plein de sites, plein de sites sur plein de sujets. Et en fait, elle fait des classements, les 10 meilleurs outils financiers, les 10 meilleurs créateurs de sites web, etc. Et en fait, c'est toi qui payes pour monter ou descendre du classement. Et en fait, Google est rempli de fausses choses. Les journaux sont remplis de pubs. Les journaux sont remplis de journalistes qui sont en fait des politiciens à l'intérieur des journaux, etc.
On se rend compte, par exemple, nous, quand on parle d'Israël, on se rend bien compte du nombre de bêtises qui sortent. On pense que c'est contre Israël. Mais non, c'est contre tout. Tout est faux. Moi, quand il y avait un article qui sortait, il y avait tout juste mon sujet, c'était exceptionnel. Non, il fallait toujours qu'il y ait un truc faux. Un truc, oui, il a... Pardon? Ça se vend beaucoup. De quoi ça se vend? Les journalistes, ça se vend, ça se vend. Très bien, ça se vend. Mais nous, je parle pas maintenant de business. Nous, maintenant, on est là. On pense qu'on est en train de lire quelque chose qui nous cultive, qui nous fait grandir, qui fait des trucs, alors qu'en fait, on est en train de se faire embobiner la tête. Et au final, on ne sait absolument pas ce qui se passe. On ne se fait embobiner par les politiciens. Il y a tout le sujet des fake news, là, aujourd'hui, les élections américaines en novembre. Tous ces sujets de fausses informations, c'est le gros sujet des États-Unis. C'est comment je fais pour savoir... On peut se fier alors? On lit pas. Non, mais on peut se fier à rien. On peut pas se fier. On peut se fier à rien. À rien de rien de rien de rien. Donc on sait rien en fait. On sait rien. On sait rien. Donc on regarde le programme du politicien, on regarde ce qu'il propose. Bon, enfin, nous en Israël, on demande... Non, pas que en politique, je parle en général, dans n'importe quoi. Quand tu veux te renseigner sur un truc, ouais. En fait... tu sais rien. Tu vas sur le terrain. Tu vas sur le terrain. Tu prends... tu prends tes jambes et tu vas faire des rendez-vous, tu vas rencontrer les acteurs du secteur, etc. Moi par exemple, donc, je suis actionnaire de plein de boîtes, quand il y a des actualités qui sortent, c'est faux ce qui sort. C'est faux. Derrière les trucs, ouais la boîte va bien, là, je sais que la boîte est à 3 semaines du dépôt de bilan. Et ça arrive tout le temps, c'est toujours comme ça, c'est faux. C'est tout, parce qu'un journaliste il gobe tout ce que tu veux. Tu lui dis un truc, il va dire ah ouais, ah, vous avez du succès, etc. Il gobe tout ce que tu veux. Il peut gober aussi en mal, il peut détruire une boîte alors que finalement ça va bien à l'intérieur aussi. Et c'est faux. Donc moi je lis pas l'actualité, je lis voilà les titres. D'accord? Je lis les titres. Et après, quand j'étais investisseur, quand je bossais beaucoup, j'étais sur le terrain. J'étais là, je parlais aux entrepreneurs, je parlais aussi, tiens j'ai rencontré telle boîte, je regardais le produit, je le testais, j'ai pas besoin qu'un journaliste me dise le produit il est génial, le truc, je le teste, je lis, etc. Ah mais tout est faux. On est dans un monde de shaker. Complètement. À tel point on a le nouvel iPhone qui sort. D'accord? Nouvel iPhone qui sort. Moi un jour j'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit tiens t'as fait le nouvel iPhone, pourquoi t'as fait le nouvel iPhone? Ah il est mieux. Je dis, pourquoi il est mieux? Il a quoi de mieux? Ah il est mieux. Je dis, mais pourquoi il a quoi de mieux? Mais il est mieux. Je dis, mais il a quoi? Non, et ça part. C'est nouveau donc c'est mieux. Ça c'est faux aussi. Le nouveau c'est pas mieux, le nouveau ça peut être pire. D'accord? Un nouveau service, un Snapchat, un Instagram, un Facebook, etc. Ça a l'air d'être mieux, mais au final c'est pire. On avait des meilleures amitiés avant, on était moins déprimés, les antidépresseurs c'est le plus gros business au monde aujourd'hui, dont les gens sont en train de déprimer. On passe notre temps à se comparer aux autres. Si je vois la vie des autres en permanence, je me trouve toujours nul. Je vais voir un mec, il est en train de courir, toi t'es là tous les jours, moi je me rappelle. Les gens ils postent les choses bien, ils postent pas les choses bien. Ils posteront jamais les posts pas bien, exactement. Donc en fait, il y avait un truc, c'est ouais, je viens de finir mon marathon 40 km, truc et tout. Attends, toi tu fais 200 mètres, t'es essoufflé. Là, tu te sens nul. Et après, ou alors t'as un chanteur. D'accord, t'as un chanteur, c'est un grand succès. Grand truc, etc. Il va avoir, je sais pas, 3 millions de vues dans sa vidéo. Il est content, c'est 30 en succès, 30, c'est 60. Il va avoir 30 millions de vues sur sa vidéo, et la vidéo d'après, elle a 22 millions. Il dit, oh mince, ça se fait en même moins qu'avant. Ou alors, il voit que son ami a fait maintenant 32. Donc elle est pas bien. Et donc tu passes ton temps à être déçu de toi, parce que tu vois tout le monde a l'air bien, tout le monde est bien. Tout le monde, le mec, il est avec sa copine, avec son truc, sa femme, ses enfants, ils ont tous des bisous, ils ont tous mignons. Ils ont tous l'air bien, ils ont tous l'air d'écouter leur père et tout. Alors, mais putain, il coupe le téléphone, il se fait déchirer le père derrière. Il y a le truc, il y a la table derrière, elle est sale, mais on la voit pas dans l'appareil photo, etc. La maison, elle est tout ça. Et on voit les gens qui ont l'air toujours bien, toujours heureux. On voit des gens qui sont toujours des trucs exceptionnels. Et donc là, on est là, on dit, mais qu'est-ce que je suis nul. Qu'est-ce que je suis nul? Si tu les regardes pas, ben non, tu te sens pas nul. Voilà, t'as pas besoin de voir. T'as pas besoin de voir, tu te sens pas nul. Tu fais un plat à ton mari, tu vas préparer un petit truc, une petite salade, et tu vois sur internet une femme à côté, ta copine, elle a fait un plat à son mari, avec les petites cerises au-dessus, avec les guirlandes, avec le truc, etc. Et là, tu te dis,
Mais bon, bah, ce que j'ai fait, bof, quoi. Et on compare, et on compare, et on compare, et on compare, et on est malheureux tout le temps. Malheureux tout le temps. Oh là là, le mec plus riche, Bill Gates, c'est le truc. Putain, je le dis, les milliardaires, en permanence, ils ont un problème avec le mec qui est plus riche qu'eux. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et ils sont du malheur pour eux, c'est le monde qui s'effondre quand ils voient un mec qui réussit plus qu'eux. Pareil, donc c'est ça. Donc voir les autres, c'est pas une bonne chose. Voir les autres, on n'est pas au courant de ce qui se passe chez eux. C'est pas grave du tout. Tu fais ton job, tu veux faire vendre tel produit, voilà, lui il vend du Airbnb, voilà, si vous avez besoin, il y a des maisons à louer à Natania, bon ça vous sert pas à grand chose. Mais voilà, il veut dire, etc. Voilà, il n'a pas besoin de faire grand chose. Moi j'ai mon frère qui vend des produits sur Amazon, il vend des pochettes de smartphone. D'accord? Son métier, il vend plein de tonnes, ça fait des années et des années qu'il fait ça. Il ne sait rien de ce qui se passe dans le monde, à part quels sont les smartphones qui sortent, pour savoir quelle est la dimension, où est-ce qu'il va avoir le coup de la caméra. Mais il ne sait rien de ce qui se passe. Il y a les élections aux États-Unis. Ah ouais? Bon, il s'en fout complètement. Il a ses enfants, il étudie tous les jours, des heures et des heures. Il est là, il étudie la halakha, il étudie les trucs, il est avec ses rabbinim. C'est le voisin de Rav Delchak d'ailleurs. Mais il sait rien, il n'en a rien à faire. Et il cartonne. Il connaît son sujet, point. On dit, j'ai besoin de savoir le monde et tout. Bon, ça, c'est pour primer auprès des copains, mais ça n'a pas grand-chose. Pas grand-chose. Je n'avais pas prévu de le faire. Je vous prie de bien vouloir m'excuser si je vous importune à travers cette comparaison que je vais faire de ce couple qui est à la yeshiva et qui intervient à un moment donné où vous ne vous attendiez pas. Je voulais être très discret et en fait je ne vais pas l'être. Si vous me l'autorisez, je vais me présenter à vous. Je suis Yosef Mukler. Je le fais ouvertement parce que je suis là avec une intention très forte de lien avec Hachem et puis aussi parce que le thème d'aujourd'hui peut être opportun pour dire ben voilà, on peut oser dans la vie et changer diamétralement de braquet et d'orientation. Donc moi je ne suis pas encore juif, je suis en formation, je viens du monde de la finance. J'étais directeur financier, j'ai travaillé chez HSBC, bref. Et un beau jour, j'ai décidé de venir en Israël. Je ne savais pas comment, pourquoi. J'ai pris un billet d'avion et je suis arrivé ici par amour pour Dieu et avec l'engagement de le servir. J'arrive aujourd'hui à vous. Pourquoi? Parce que les événements de ma vie font que c'est inopposable. Il faut que je vous parle. J'ai étudié en yeshiva avec Rav Nakash et puis avec Rav Amar, Moshe Amar qui est de Mon ancien travaux. Et en fait, j'ai un projet d'entreprise que j'ai testé à Yerushalayim au sein de la yeshiva du Rav Kook avec une vingtaine de jeunes de votre âge qui ont envie d'aller sur ce projet-là et puis avec des jeunes de la yeshiva du Rav Nakash également. Donc je vous en parle aussi parce qu'il y a peut-être un travail pour vous à un moment donné. Je veux servir Dieu et comment le faire? Ben, je le fais avec quelque chose de réel. Je voudrais ouvrir une usine de macarons, mais pas n'importe quel macaron, ils vont être blancs et bleus. Blanc aux couleurs des tzitzit et bleu avec une lettre hébraïque. Il y aura 7 parfums inévitablement. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va les vendre partout, on va les vendre peut-être chez Elal, ce qui fait que chaque personne qui viendra en Israël mangera kasher. Et j'ai oublié de vous dire aussi, il y aura de la kétorette dedans. Alors ça, ah oui, on touche des sujets très... Ça peut être un problème. Alors, on touche un sujet. Il y aura de la kétorette ou pas de kétorette avec non, on ne peut pas des variantes. La faire avec toi. Avec des variantes. Vous regardez. Et voilà, je vous en parle parce que nous avons des points communs. Et puis parce que, en fait, il y a aussi une pâtissière extraordinaire qui s'est plantée, elle est tombée, elle s'est relevée, elle est tombée. Et là, elle a un très beau projet. Elle est également dans une mouvance très spirituelle. Et donc, je pense qu'il faut faire bloc. Nous devons unir nos forces pour ce projet qui n'est qu'un projet intermédiaire de 2 autres projets différents qui gravitent autour du social et qui gravitent autour de Yerushalayim au sens très large. Et l'idée, c'est que cette entreprise va gagner beaucoup d'argent. Elle a vocation à gagner beaucoup d'argent et on va le redistribuer. Tout est fait pour... non, mais attention, faites très attention. Il
Il y a un jour, j'ai monté une entreprise, j'ai dit celle-là, je vois pas comment je peux la rater. Ouais. Ça a été la pire. Ouais. Alors, Ça a été la pire. J'ai eu le mauvais associé, on a eu des problèmes financiers, on a eu des problèmes juridiques, on a eu des problèmes avec les investisseurs, on a eu des problèmes avec les clients, on a eu la catastrophe. Et on va lui dire, faites très attention. sur le papier avec un Non, EBITDA bah là, 58%, ça a l'air bien. très peu de Si capex. Dieu, ouais, mais on en a connu beaucoup des cas comme ça. Et ça se passe pas comme prévu. Alors, est-ce que vous accepteriez de poser votre regard sur ce projet? Je peux regarder les attachements en quelques minutes, parce que comme je vous dis, j'étudie, je ne m'occupe pas de projet. Mais ce que je veux vous dire, par rapport au sujet, parlons de spiritualité, faites très attention à ne pas croire que même si tous les indicateurs sont ouverts, ça va marcher. Bien sûr. Il faut une bracha. Et des fois, la bracha, ça sera que ça ne marchera pas. D'accord, avoir la Emouna, c'est pas penser que les choses vont marcher, c'est de savoir que ce qui va se passer, c'est ce que Dieu souhaite. Ça, avoir la Emouna, et que c'est bien. D'accord. Donc en fait, faites très attention parce que je veux juste vous dire, on dit altif tarpel à Satan, n'ouvre pas la bouche au Satan. C'est surtout ne pas dire ce coup-là, c'est sûr, tout est bon, j'ai réussi, je vais te dire, regardez, moi je fais ma ishtadou, je fais mes efforts, et maintenant après on verra, j'espère que ça va fonctionner. Est-ce que Elal va acheter? Peut-être que non, ils vont peut-être acheter à la place des pains au chocolat. Mais non, mais c'est vrai. Ils vont peut-être acheter, on n'en sait rien, vous voyez. C'est un joker, c'est un artiste peintre ici qui s'appelle Raphaël Abekassi, qui peint des Mishnayot. Et on va faire un emballage. Alors c'est encore un sujet très sensible par rapport à... Non mais il faut que vous posez la question rabbanim pour tout. Ouais. J'ai des avis... Il faut un rave. Voilà. Un rave important et un gaon parce qu'il y a plein de problèmes avec si vous faites manger des mots et vous écrivez shalom par exemple, c'est un petit problème. Je vois déjà tout votre rapport dans ce projet. Voilà. Allez, moi aujourd'hui, je ne rentre plus dans de nouveaux projets. Parce que je veux dire, si je ne fais plus de nouveaux projets, Baruch Hashem, j'ai la possibilité de ne pas le faire. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, moi je peux vous aider à trouver les bonnes personnes pour répondre à vos questions, vous guider, etc. Voilà, si vous avez une question particulière, voilà. Maintenant, dire qu'est-ce que tu penses de ce projet, j'en pense rien, je vais vous dire pourquoi j'en pense rien. Parce que d'aucun projet, je peux savoir si ça va fonctionner. Il y a des projets, oui, je sais que c'est pourri. Voilà, il y a des projets qui ont l'air complètement loufoques, d'accord. Et encore, il y a même des projets qui avaient l'air loufoques pour moi et ils se sont fait racheter 4 milliards. Donc, bon. Mais par contre, savoir ce que ça va marcher, c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous étiez déjà là, quand on disait par rapport à la modestie, etc. Ce n'est pas nous qui décidons si les choses fonctionnent. On fait notre ishtadlout, point, final. C'est tout. Ishtadlout, vous voyez, vous savez le mot ishtadlout, hein. Faire les efforts nécessaires. On fait tout, on monte le plan, on fait ça bien, le bon business plan, bon partenaire, on avance doucement, on ne pense pas au prochain projet déjà. On peut les avoir en tête comme ça, sous sa douche, vous voyez, mais on fait très attention à monter la première étape, et après à passer à la plus urgente, et après un peu. Ça c'est. Voilà. Mais bon, vous allez pas vous donner mon mail avec plaisir. J'ai une question. Ouais. Pourquoi vous avez dit que vous ne répondez pas par mail aux demandes par rapport au business et tout? Mais je sais que je peux pas. C'est une question de temps. Ah ouais, c'est une question de temps. J'ai pas le mail là. Je me connecte le matin de 7h45 à 8h15, 8h25, et de 14h à 14h30. Ouais, c'est juste une question de temps. Et le soir après, ouais, non, c'est une question de temps. Ah, ok. Non, c'est pas. Non, il y a des fois, ça prend beaucoup de temps de travailler sur n'importe quelle affaire, n'importe quel business, n'importe quel truc, même les plus simples. Il y a plein de questions, il y a plein de sujets, il y a des sujets de recrutement, des sujets il y a plein de sujets. Donc ça prend énormément de temps et je peux plus faire ça. C'est juste que je me suis décidé de ne plus faire ça. Et aussi, je suis gavé un peu aussi des projets. Quand tu as vu 25 000 business plans que tu as investi dans 350, à la fin, je veux dire, je peux voir n'importe quel projet, à la fin tu dis, bon, ok, d'accord, ok. Bon, on va voir maintenant ce que tu vas faire. Donc, tu serais de nous diriger, non? Parce que je suis un peu comme lui, hein, je suis avec ouais. Moi, tu m'as envoyé un mail il y a quelques temps, tu m'as complètement lavé. Bon, c'est normal. J'ai dit quoi? J'ai dit que je suis en break. 99% études de machin, ok, c'est normal. Moi j'ai lu sur le site internet, j'ai tout de suite compris, j'ai même pas posé la question. Même moi quand j'ai parlé à Abner de ça, je me dis,
lui en parle même pas parce que je vais pas. Ouais. Après, ça sert à rien parce que toi, vous êtes cofondateur. Ah, maintenant je suis là, moi. Hein? Maintenant je suis là, tu peux me poser la question. Après, plus tard, j'ai pas d'idée dans tout ça. Ah. En tout cas, déjà, il a eu beaucoup de courage de le faire, hein, Ah. avec Kawan, j'espère que tu vas bien marcher. Mais tu ouvres des portes pas toi personnellement, mais est-ce que des personnes qui sont là? Regarde, moi, des gens que j'ai, il y a des gens qui me demandent de leur trouver des jobs. Si je vois que le poste, je connais des boîtes qui peuvent m'intéresser, je passe mon temps à envoyer des CV là. Est-ce que ça marche, ça, ce que ça marche pas, ça, je sais pas. Pardon? Il y a Facebook pour ça. Ouais, très bien, mais regarde, avec le nombre de mails que je reçois, je peux te dire que Facebook, ça ne doit pas suffire parce que c'est inimaginable le nombre de CV que je reçois. Inimaginable. Moi j'ai une question, Jérémy. Non, donc pour finir, ça va. Il y a aider, tu as une question précise. Je cherche un bon expert comptable, je cherche un bon avocat pour tel problème. J'ai un conflit avec mon associé, vous pensez que je fais comment? Je veux créer la société, comment je répartis les parts avec mon associé? Plein de questions précises, là je te réponds avec plaisir. Mais investir, non, je n'investis plus, d'accord? Et deux, dire, vous pensez quoi de ce projet? Regardez ma présentation de 30 pages. Non, je suis désolé, je peux pas lire. Là, tu vois le truc? Donc ça, tu peux sans problème poser des questions, c'est avec grand plaisir. Donc ça, j'avais compris déjà par le mail. Ça marche comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma question c'est, moi aussi j'ai fait beaucoup de business et aujourd'hui je me pose plein de questions comme toi au niveau de la Torah et je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a permis de basculer du côté business au côté Torah. Qu'est-ce que... J'ai pas basculé, je suis dans les deux mondes en même temps. Là, ces 2 dernières années, j'ai l'impression de pas y aller. pris un truc, j'ai eu plein d'événements qui sont passés dans les boîtes, j'ai perdu 2 clients, d'accord? J'ai perdu, au Hachem, c'était très très bien. Mais en gros, il s'est passé 2 choses où j'ai dit, tiens, là maintenant j'ai une opportunité de pouvoir étudier. La première année, j'ai étudié avec Abraham à côté de moi, le matin j'étudiais avec ma Macharouta, l'après-midi, on était tous les deux dans un bêta midrash vide, et on étudiait, on était deux à avoir 2-3 autres Israéliens dedans, et j'ai essayé d'étudier, ça n'a pas trop marché, d'étudier seul, enfin quand même c'était très très bien, on a eu de grandes discussions avec Abraham, et l'après-midi, et après je suis rentré dans une yeshiva où là j'ai un programme, je passe de classe, j'ai changé de classe cette semaine d'ailleurs, encore une fois, voilà, mais ça c'est un projet, voilà, c'est un projet où je veux vraiment connaître le plus, voire tout, voilà. L'idée c'est tout, mais c'est infini. Donc ça c'est une chose. Maintenant, il n'y a pas besoin de choisir entre la Torah et le business. La Torah, ce qu'il faut choisir, c'est son emploi du temps. C'est à quelle heure tu mets ta Torah, à quelle heure tu mets ta famille, à quelle heure tu mets ton business. C'est tout. Et même la famille avant la Torah. D'accord? Famille, Torah, business. C'est comme ça que je disais à Arbanim. Et tu mets des heures. On m'a demandé un jour au Rabbi Lubavitch comment il a réussi à faire autant de choses. C'est gigantesque qu'il a monté. D'accord? Il a dit, chaque heure avait une fonction. D'accord? Quand il était avec les gens, il recevait que les gens. Quand il était en train d'étudier, il faisait qu'étudier. Quand il s'occupait de ça, il s'occupait que de ça. Pareil, donc tout était organisé. Donc tout est question de temps. C'est comment tu fixes ton temps. C'est ça. Et après, tu as tout. Après, tu as tes heures de Torah. J'étudie mes 2 heures par jour, ou mes 3 heures, ou mes 1 heure, ou même 30 minutes. Mais c'est kavua, c'est fixe. Après, j'ai une histoire que j'ai racontée plusieurs fois. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit il y a Manuel Valls, qui était Premier ministre à l'époque, vient en Israël. On voudrait que tu fasses le discours d'accueil. Sympathique quand même. D'accord? J'ai dit quand? Il me dit dimanche matin 11h. Je fais là, je peux pas, j'étudie. Et là, il y avait la fille de l'ambassade, qui est devenue complètement folle. Elle me dit, mais attends, mais Jérémy, il vient qu'une seule fois, fais une exception et tout. Je fais, regarde, même un tête-à-tête avec Obama, je veux pas. D'accord. J'étudie. Si on dit là-haut, la première question qu'on nous pose, c'est Nasata, Venatata, Ve'emuna. Est-ce que tu as fait du travail avec foi et avec droiture? Donc, est-ce que tu n'as pas été un voleur? Est-ce que tu as bossé dans le Forex, en gros? Ou pas. Et 2, Kavata itim la Torah. Pas est-ce que tu as étudié la Torah, c'est est-ce que tu as fixé des heures d'étude de la Torah. Donc si Manuel Valls il fait changer mon heure d'étude de la Torah, c'est foutu. C'est que j'ai pas fixé. Et donc voilà, j'ai refusé. Il faut savoir que la fille dans l'ambassade, c'était une juive. Elle et son mari ont fait tchouva.
en grande partie par rapport à ma réponse. Et Tchouva, le mari étudie dans un collège, etc. Ils ont aussi, en fait, la même semaine, ils ont eu une fille malade, ils ont été à l'hôpital, ils ont rencontré un arabe, ils sont approchés du arabe, etc. Et ils m'ont dit qu'ils ont été impressionnés de ma réponse, que je puisse refuser un truc comme ça. Et c'est ça, en fait, c'est fixe. Fixe. Il n'y a pas de... Ça, c'est le vrai sujet. Après, maintenant, il faut faire très attention si on voyage beaucoup. Là, maintenant, le fixe, il devient plus difficile. Donc, il faut avoir un fixe dans le voyage. Ça, il faut voir avec Arabe comment organiser. Tout est dans l'organisation du temps. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là. Et si vous avez des questions, voilà, vous prenez mon mail chez Nabi Abraham, ou alors vous lui demandez, il sait répondre à quasiment tout. Là. Il est très comme ça dans son coin, comme ça, il est simple, mais c'est un gars. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance. Il n'y a pas eu beaucoup de questions chez les demoiselles, mais j'espère que c'était clair. Tu veux le faire Zimoun, c'est bien. Ouais, vous voulez bien? J'ai pas sur moi. Je ne savais pas par quelle fonction le faire. Je suis épuisé. Vous êtes Dis-moi. Bien sûr, très très bien. Par rapport physiquement. Non, après il faudrait voir si on n'a pas trouvé un autre chose. Cette fin de semaine, on est... Donc, vous êtes très mal passé. Non, c'est pas grave. Et il a beaucoup de clients. Il a pas mal de temps pour travailler les autres. Non, moi c'est sûr. Il a délégué 5 fois à 5 personnes. Non, ça c'est sûr. Non, mais bon, c'est ça. Ça, c'est un calcul qui est un mauvais calcul. On va monter Microsoft en faisant un salarié, en développant tout. Bill Gates, il recruter des gens, il fait des choses, il gagnait moins au début. Non, mais. Je te donne le numéro du David. Ils sont pas contents. S'il peut, bien sûr. Personne n'a fixé qu'il allait faire ça. Ça, c'est le numéro de David. Ils ont du poison dans leur main. Tu rentres, il te dit que tu vas voir le groupe. Il te fait rentrer dans le groupe. Il te donne ton nom. Et il te fait rentrer dans le groupe. Je te dis que Surtout, c'est la faire par super. 96, excuse-moi. Non, le 22. Le matin, il est pas disponible. Il est là, à surveiller ce qu'a fait les gens. Il sait que c'est le numéro de David. Tu diras que c'est pour le... David. Ouais. Et il t'en laisse un peu du temps. Le thème qu'on va faire. Ouais.
petit à petit. Pourquoi il est stressé? Il a peur de quoi? Il a peur que le boulot soit mal fait? Ah, David Page, il a dit Monsieur Choucroute, c'est où la cour? Là Là-bas au fond. Pour les pizzas? Les pizzas, on va les mettre direct.